L'histoire commence avec notre héros, Kai, qui observe une jeune femme enchaînée, se demandant si c'est un démon ou un ange. Elle lui demande carrément de l'aide, mais Kai n'en revient pas qu'elle puisse compter sur un simple humain. Les humains et les autres races se sont affrontés dans une guerre sans merci, mais cette fille, elle n'en a aucune idée. Et Kai est furieux, frustré, car on dirait que personne ne se souvient de la réalité du monde. Flashback, Kai fait son boulot habituel, surveillant un cimetière. Ses potes veulent se dépêcher, mais Kai prend ça très au sérieux. Dans ce monde, il y a 5 races. Les démons, avec leurs pouvoirs magiques démentiels, les célestes, des demi-humains comme les anges et les elfes, les esprits, des créatures aux corps spéciaux comme les fantômes. Il y a aussi les bêtes mythiques, d'énormes monstres comme les dragons, et puis, bien sûr, les humains. Ces 5 races ont été en guerre, et il est crucial d'éviter une nouvelle grande guerre à tout prix. Kai fait partie de la fédération Uruza, chargée de surveiller le cimetière où les démons ont été scellés. Kai garde un œil sur ce cimetière pendant 300 secondes, comme d'habitude, et il constate que rien d'étrange ne se passe. Les démons sont toujours bien scellés, pas de souci. Aslan, le collègue de Kai, ne comprend pas pourquoi il prend son travail si au sérieux, mais Saki fait remarquer que c'est une bonne chose pour eux, ils peuvent se la couler douce. Aucun démon n'a brisé ce sceau depuis un siècle, mais Kai rappelle à son équipe que c'est toujours leur mission. Il y a 4 cimetières dans le monde et Kai souligne que les responsables là-bas prennent leur travail tout aussi au sérieux. Et c'est parce que si un démon s'échappait, ce serait le chaos total. Les amis de Kai aimeraient qu'il se détende car ça fait longtemps qu'un démon ne s'est pas libéré, mais Kai ne baisse pas sa garde. Il déclare que surveiller ce cimetière est son devoir. Quelque temps plus tard, on voit Kai s'entraîner dur, mais on l'a prévenu, un soldat de Baran qui s'entraîne avec une bête mythique, c'est un danger de niveau supérieur. Mais Kai s'en fiche, il se bat quand même. Il s'avère que ses attaques ne font absolument rien contre cette bête. Sei s'inquiète, alors elle éteint un hologramme souhaitant que Kai ne se pousse pas si loin. Mais Kai pense que l'entraînement serait inutile s'il ne risquait pas tout. Saki admire la détermination de Kai. Elle pense que s'il avait été là pendant la Grande Guerre, son nom serait légendaire, comme ce prophète nommé Sid. Mais Kai ne se voit pas gagner contre ces 4 héros comme Sid l'a fait. Saki décrit chaque héros des 4 races et elle n'imagine même pas ce qu'ils auraient trop fait s'ils étaient encore en vie. Heureusement, le prophète Sid a pu les vaincre avec l'épée brillante donnée par un dieu nommé Solaka. Il y a des preuves solides que les 4 héros ont existé, mais aucune trace de ce prophète Sid, pas de photos, pas de vidéos, rien. Saki change de sujet car leur ami Jean est promu et elle veut organiser une fête. Jean est transféré au quartier général à seulement 17 ans, ce qui en fait la plus jeune personne jamais choisie. C'est une élite parmi les Lumières, alors il faut lui offrir plus qu'un simple bouquet comme Aslan l'a suggéré. Juste à ce moment, Kai reçoit un message de Jean et Aslan le lit à voix haute. Jean veut rencontrer Kai, mais elle veut qu'il garde ça secret pour Saki et Aslan. Kai essaie de faire semblant, disant que le message ne vient pas vraiment de Jean. Mais c'est trop tard, et Aslan se demande si Kai a une histoire secrète avec Jean. Ils essaient d'en savoir plus, mais Kai décide juste d'aller courir. Le lendemain matin, Kai retrouve Jean et il est content qu'elle soit arrivée à l'heure, car elle est d'habitude super en retard. Elle se demande pourquoi Kai est si bien habillé alors qu'il est en repos, alors il explique qu'il revient de son entraînement matinal, quelque chose qu'il fait tous les jours. Jean veut qu'il l'accompagne faire du shopping, elle cherche des cadeaux pour Saki et Aslan. Elle sait qu'il prévoit de lui offrir quelque chose, alors elle veut leur rendre l'appareil. Jean dit qu'elle ne les reverra probablement pas, mais Kai l'assure qu'elle reviendra comme cadette après un transfert dans 2 ans. Jean prédit qu'à ce moment-là, Saki et Aslan auront terminé leur service militaire et mèneront une vie civile. Seuls elle et Kai seront encore dans la routine militaire. Kai est totalement d'accord avec elle, mais il sent qu'elle est contrariée. Il sait ce qui ne va pas et la rassure de ne pas stresser car il est certain qu'elle éclipsera son père, le grand patron du quartier général d'Erza. Il continue de s'amuser, mais Kai ne prête pas beaucoup attention aux achats de Jean car il cherche quelque chose pour lui-même. À la fin, Jean félicite Kai de l'avoir aidé à trouver de super cadeaux. Ensuite, ils commencent à discuter de la façon dont le père de Jean a emmené Kai visiter le cimetière quand il n'avait que 10 ans. Kai s'est aventuré dans ce cimetière et à son retour, il racontait à tout le monde avoir vu l'épée de Sid. Kai a un souvenir très vif de ce que c'était dans ce cimetière et comment il a failli mettre la main sur l'épée brillante. Ce jour-là, Kai a commencé à prêcher à quel point il était crucial de garder les démons bien enfermés dans le cimetière. Jean se demande où ils seront dans le futur, mais Kai lui fait remarquer qu'elle sera simplement de retour dans 2 ans. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut dire car elle parle de ce qui vient après. Jean veut qu'il se fasse une promesse pour l'avenir, mais Kai commence à paniquer car des choses étranges se produisent. Jean ne comprend pas pourquoi il agit bizarrement et maintenant Kai se demande s'il est le seul à voir ces trucs de fou. Jean continue de discuter comme si de rien n'était, mais Kai est horrifiée alors qu'elle est aspirée dans un trou noir. Puis, de nulle part, une voix mystérieuse annonce que le monde se réincarne et qu'il est temps de tout réinitialiser.
Quelques instants plus tard, Kai reprend ses esprits, mais se retrouve dans un monde sombre et chaotique. Puis les choses deviennent sérieuses quand un démon gigantesque et terrifiant apparaît juste devant lui. Sa bête déchaîne une attaque magique insensée sur Kai et il survit de justesse en utilisant son fourreau comme bouclier. Kai n'arrive même pas à croire qu'un vrai démon est là, prêt à lancer une autre attaque infernale. Kai se précipite vers son épée et la charge rapidement de balles. Son arme est polyvalente car il peut tirer des balles et annuler la magie de ce dragon. Le dragon peut parler et il est sidéré par l'annulation de Kai. Kai explique qu'il a utilisé des balles elfiques modifiées, fabriquées avec de la magie elfique, mais le démon continue de l'attaquer et Kai, en un éclair, réduit la distance entre lui et le démon, montrant son intrépidité folle. L'épée de Kai ne peut pas percer la peau du démon, mais il en profite et tire un coup de près. Épuisé, Kai explique que la balle qu'il vient d'utiliser est une balle de Drake modifiée qui imite le souffle des bêtes mythiques. C'est la première fois qu'il l'utilise, mais Kai est ravi de voir qu'il bouge exactement comme à l'entraînement. Il se sent super confiant maintenant qu'il sait qu'il peut affronter de vrais démons. Juste à ce moment, un autre démon apparaît et commence à se moquer, disant qu'il est risible qu'un humain pense pouvoir vaincre des démons. Kay est impressionné par la façon dont ce démon parle bien français, mais le démon explique que le moyen le plus efficace de contrôler un esclave est d'utiliser sa propre langue. Kai ne comprend pas pourquoi le démon l'appelle un esclave, mais il n'y a pas de temps pour réfléchir. Le démon dit que Kai sent le danger, alors c'est parfait de l'éliminer. Juste quand les choses s'annoncent mal, quelqu'un sauve Kai avec une grenade flash et il s'enfuit. Cette fille dit à son équipe qu'ils ont sécurisé le vagabond et qu'elle doit savoir d'où vient Kai. Kai est choquée de voir que cette fille est Saki, mais elle n'a aucune idée de qui il est ni comment il connaît son nom. Kai lui rappelle qu'ils sont amis, mais elle jure ne l'avoir jamais vu, pas plus qu'Aslan. Kai ne comprend pas pourquoi ils ne se souviennent pas de lui, alors il leur rappelle qu'ils viennent de la même agence. Il le regarde comme s'il parlait charabia et explique pour un qu'ils ne sont que des soldats de la résistance. Maintenant, c'est Kai qui se sent perdu et confus, alors Saki commence à révéler qu'ils sont avec l'armée rebelle humaine. Cela ne fait qu'ajouter à sa confusion. Alors Kai leur demande de tout lui raconter sur ce monde. Aslan et Saki pensent qu'il est perturbé après avoir affronté un démon, supposant qu'il a oublié des choses. Ils essaient de l'aider à se souvenir, expliquant qu'il y a eu une énorme guerre entre les 5 races et l'humanité a fini par perdre. Kay est choqué bien sûr car dans son monde, l'humanité a en fait gagné. Aslan poursuit en disant qu'ils ont perdu une guerre il y a plus de 30 ans et les 4 autres races ont pris le contrôle des villes du monde entier. Et mince, les humains luttent pour survivre, courant et se cachant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le monde est maintenant gouverné par les autres races et elles se battent constamment entre elles pour le territoire. Aslan et Saki présentent Kai à Néo-Vachal, la cité humaine. Un groupe d'humains a trouvé un endroit souterrain encore intact et l'a transformé en ville souterraine. Leur résistance la maintient, protégeant les habitants en affrontant les autres races. Kai se demande comment diable les humains ont perdu la Grande Guerre, mais Aslan et Saki n'ont même pas besoin de le dire, c'est assez évident. Ils soulignent à quel point le démon qu'il vient de voir était puissant. Ils expliquent qu'ils attaquent les humains en groupe, ne leur laissant aucune chance de les vaincre, et en plus de ça, chaque race a un chef qu'ils appellent un héros, et ces héros sont des individus incroyablement forts. Tout cela semble étrangement familier à Kai, alors il commence à se demander ce qui est arrivé au prophète Sid, le sacré sauveur de l'humanité. Kai n'en croit pas ses oreilles quand ils disent n'avoir jamais entendu parler du prophète Sid. Il leur dit que Sid est censé être le héros qui a botté les fesses des autres races. Aslan met le doigt sur le problème, disant que s'ils avaient quelqu'un comme ça, ils ne vivraient pas sous terre comme ils le font. Juste à ce moment, l'équipe principale arrive et Aslan explique qu'il existe plusieurs villes humaines autour du globe avec des groupes de résistance dans chacune, toutes supervisées par le corps principal. Le commandant de la résistance est quelqu'un qui a sauvé d'innombrables vies et la mâchoire de Kai tombe quand il voit Jean, surtout parce que tout le monde pense que c'est un homme. Aslan et Saki présentent la Kai au commandant, expliquant que sa mémoire est un peu floue. Jean commence à partir, mais Kai ne peut pas supporter ça et l'arrête. Il essaie de rafraîchir la mémoire de Jean sur qui il est et comment il faisait du shopping il y a quelques minutes. Jean est perdu et suppose qu'il la confond avec quelqu'un d'autre. Kai ne peut même pas comprendre qu'elle ne sache absolument pas qui il est, alors il lui demande carrément pourquoi elle se fait passer pour un homme. Jean est super choqué d'entendre ça et Kai lui rappelle comment elle voulait éclipser son père en tant que sa fille. Un soldat nommé Fallon intervient et Jean décide de s'éclipser. La nouvelle équipe de Kai s'inquiète pour lui disant de se reposer. Cette nuit-là, Kai commence à fouiller des documents historiques et réalise que les seuls dossiers manquants sont ceux le concernant et le prophète Sid. C'est là que ça lui saute aux yeux. Si Sid n'a jamais existé et que les humains ont perdu la Grande Guerre, alors pourquoi diable les cimetières où les 4 races de son scellé existent-ils encore? Le lendemain, Kai interroge Saki sur les cimetières, mais elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Aslan laisse Kai emprunter la voiture, ce qui énerve Saki, mais Aslan dit que c'était juste l'instinct. Kai arrive au cimetière et pense que c'est son premier voyage en solo. Il est sidéré quand il voit que la pierre de Blocus a disparu, alors il entre.
L'obscurité s'estompe en lumière et la mâchoire de Kai tombe quand il aperçoit l'épée brillante, juste là, tranquille. Cela lui prouve carrément que les légendes sur Sid doivent être vraies. Kai prend l'épée du socle et une voix forte lui remet la clé de coordonnées du monde, l'appelant le détenteur de code. Soudain, une immense porte brillante s'ouvre devant lui et Kai entend une fille crier à l'aide. Kai est sidéré car il n'est plus dans le cimetière, alors il monte de grands escaliers. Au sommet, il voit un tas de chaînes retenant une seule fille. Ses ailes ressemblent à un mélange de démons et d'anges, et la jolie fille supplie Kai de la libérer de ces maudites chaînes. Kai est tout confus, essayant de comprendre de quelle race elle est, mais ensuite elle lui dit qu'elle s'appelle Rin, le suppliant de la sauver une dernière fois avant de s'évanouir. Kai reste là, se demandant s'il doit l'aider ou non. Voyez-vous, Kai déteste les démons, et cette fille ne ressemble à aucun démon. Alors, même s'il n'est pas trop sûr, il décide de la libérer contre son meilleur jugement. Il prend son épée et essaie de trancher ces maudites chaînes, mais elles sont dures comme fer. Aucun dégât, rien du tout. Ensuite, il sort ses balles, mais même ça ne suffit pas à briser les chaînes. Notre homme perd espoir car il n'a pas d'autres armes sur lui, mais là, ça lui revient. Il a toujours cette épée spéciale. Il essaie de se souvenir de son nom écrit, détenteur de code, et son épée pistolet commence à se transformer en cette chose dorée, le détenteur de code. Kay n'arrive même pas à croire qu'il tient la même épée que Sid a utilisée pour sauver l'humanité dans sa chronologie. Il lève cette épée badass et donne un autre coup aux chaînes. Pendant une fraction de seconde, on dirait qu'il a détruit toute la dimension. Mais tout redevient normal et les chaînes sont coupées net en deux. La fille est libérée et commence à tomber au sol alors Kai la rattrape. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle panique et s'envole loin de lui, criant à une certaine Vanessa de sortir. Elle dit qu'elle veut une revanche avec Vanessa et que ce n'est pas juste de sa part d'envoyer un démon minable pour essayer de la tuer. Mais avant que Kai ne puisse expliquer qu'il n'est pas un démon, Rin lance déjà des attaques contre lui parce qu'elle déteste les démons. Il réussit à esquiver la première attaque comme un chef, mais il ne peut pas échapper à la deuxième explosion d'énergie qu'elle lui lance, et maintenant il commence à regretter de l'avoir aidé, mais juste au moment où cette explosion est sur le point de le frapper en plein visage, il se souvient de quelque chose que le système a mentionné, le détenteur de code peut briser le destin lui-même. Alors il attrape ce détenteur de code et tranche cette boule magique en deux. La magie disparaît, laissant Kai et Rin tous deux choqués car jamais un misérable démon n'aurait pu bloquer son attaque. Finalement, Kai lui raconte tout et lui dit carrément qu'il n'est pas un démon. Il lui demande d'où diable elle a eu cette idée car il n'a ni elle ni qu'eux, donc clairement il est juste un humain de Danon. Rin réalise qu'elle a fait une grosse erreur, alors elle s'excuse d'avoir pris Kai pour un démon et de l'avoir attaqué soudainement. Mais elle a une haine profonde pour les démons, alors chaque fois qu'elle en voit un, c'est la violence, sans poser de questions. Heureusement, Kai déteste aussi les démons, donc au moins il sait qu'elle n'en est pas un, mais il n'a toujours aucune idée de sa race, alors il lui demande, mais elle le supplie de ne pas lui poser de questions à ce sujet. Kai accepte de laisser tomber le sujet de la race pour l'instant, mais il a d'autres questions comme où diable ils sont. Mais Rin n'en avait aucune idée non plus, tout ce dont elle se souvient c'est de s'être battue avec Vanessa, puis elle s'est retrouvée coincée ici. Kay reconnaît le nom et demande si c'est la même Vanessa qui est une héroïne pour les démons, et Rin le confirme. Cela surprend Kai car Rin cherche des noises aux héros et tout, alors Kai demande si elle est vraiment si forte, et Rin affirme fièrement qu'elle pourrait anéantir toute une armée de démons si elle en avait envie, mais elle admet aussi que Kai est tout aussi impressionnant car il a réussi à bloquer ses attaques. Elle est curieuse de savoir comment il a fait, alors Kai est sur le point de parler de son épée. Mais juste à ce moment, il aperçoit un portail derrière Rin et en sort un monstre affreux. Le monstre commence à parler d'une entité de singularité du destin qui se réveille et de la menace majeure qu'elle représente pour le nouveau monde, alors il va faire son travail pour s'en débarrasser. Le monstre essaie d'éliminer Rin, mais Kai intervient et la sauve à la dernière seconde. Ce monstre a une puissance sérieuse, alors Kai dit que lui et Rin n'ont pas d'autre choix que de fuir et elle est d'accord. Alors il lui prend la main et ils s'éclipsent tous les deux. Malheureusement, ils ne savent même pas où est la sortie et ce monstre a toujours accès au portail. Il étend son horrible tentacule dans le portail et attrape Rin, puis il déclare avoir capturé la singularité et lance ce protocole de terminaison, formant des orbes pour effacer Rin de l'existence. Kay ne peut pas supporter de voir ça, alors il décide d'arrêter de rester là et d'agir pour la sauver. Il sort à nouveau l'épée dorée et tranche le tentacule de ce monstre en deux, semant le chaos dans la dimension, par la même occasion. Le monstre repère Kai et voit qu'il tient cette épée interdite. Mais il ne comprend pas pourquoi diable l'épée est là, ni comment un humain comme Kai a pu mettre la main dessus. Maintenant que Rin est libre, Kai ne traîne pas pour découvrir ce que le monstre prépare. Il attrape Rin et saute à travers ce trou dans la dimension, les ramenant au cimetière sur Terre. Kai est un peu confus, mais il est soulagé qu'il s'en soit la sortie indemne. Rin est super soulagée aussi car elle avait une peur bleue de passer l'arme à gauche. C'est la première fois que quelqu'un se soucie de l'aider. Toute sa vie, toutes les autres races lui ont dit qu'elle n'était pas des leurs, et les démons ont été les plus cruels, la traitant toujours d'abomination. C'est pourquoi Rin s'est lancé dans ce combat massif avec Vanessa.
Kei essaie de la réconforter, disant qu'il sait ce qu'elle ressent car tous ses amis ne se souviennent plus de lui, il se sent seul dans ce monde chamboulé. L'histoire dont il se souvient est celle où les humains ont gagné la grande guerre des 5 races. Mais dans ce monde, les démons semblent prendre le contrôle des villes humaines. Rin est un peu confuse car elle ne se souvient pas que les démons aient jamais pris le dessus sur les humains. En fait, à l'époque où elle s'est battue avec Vanessa, les humains commençaient à botter les fesses des démons et les démons se plaignaient que c'était à cause du héros humain. Kei s'emballe et demande si Rin se souvient de Sid, mais elle ne l'a jamais rencontré, donc elle ne peut pas dire avec certitude. Kai réalise qu'il a peut-être réagi de manière excessive, alors il s'excuse auprès de Rin, mais au moins ils savent qu'ils viennent du même passé, donc ils doivent être connectés d'une manière ou d'une autre. Rin se rapproche de Kai et dit qu'il est la première personne à se tenir à ses côtés, et ça la rend super heureuse. Un peu plus tard, ils sont partis du cimetière. Rin demande à Kai ce qu'il compte faire maintenant. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Rin s'effondre d'épuisement. Kai est inquiet et suppose que c'est à cause de l'attaque qu'elle a subie plus tôt. Alors il l'aide à se relever et dit qu'il va retourner en ville, et comme elle n'a nulle part où aller, il l'invite à rester avec lui pendant qu'ils y sont. Rin n'est pas très sûre d'aller dans une ville humaine car elle ne fait pas confiance aux gens comme ça. Alors Kai lui demande pourquoi et elle dit qu'elle ne peut faire confiance à personne d'autre que lui parce qu'il l'a sauvée. Il lui dit qu'elle devrait avoir confiance, qu'il la gardera en sécurité et lui demande à nouveau de venir avec lui. Il lui fait savoir qu'elle peut partir si elle ne le sent pas. Sans rancune. Alors finalement, Rin accepte de l'accompagner. De retour chez Kai, le gars est allongé sur son lit pendant que Rin prend une douche et il est complètement épuisé par le trajet de retour à la maison. Rin n'avait jamais été en voiture auparavant, alors elle paniquait tout le temps et a failli le faire s'écraser à gauche et à droite. Heureusement pour elle, elle a rentré ses ailes, donc une fois arrivée ici, personne ne pouvait dire qu'elle n'était pas humaine, mais son comportement étrange mettait toujours les gens sur les nerfs. Elle a même tenté un coup de magie à un moment et Kai a dû la retenir. Mais il a deviné pourquoi elle était si prudente. Elle était entourée d'une bande de parfaits inconnus, puis l'attention de Kai se tourne vers son épée. Il n'avait même pas fait attention quand elle était redevenue normale. Alors il la saisit et s'apprête à dire détenteur de code pour voir s'il se transforme à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Rin sort en courant de la douche, suppliant de l'aide car elle n'arrive pas à éteindre cette maudite eau. Kai lui dit qu'il va l'aider, mais pour l'instant il ne peut pas regarder, car elle est à poil, vous savez. Une fois la douche coupée, Rin s'habille et commence à parler de la chance des humains. Même avec leur société complètement foutue, ils ont toujours cette eau bien chaude pour se doucher, alors que Rin, elle, devait se baigner dans une cascade glaciale. Et les humains ont aussi des lits douillés, un vrai luxe, mais à la surface, tout est détruit. Alors elle comprend enfin que Kai ne blaguait pas quand il disait que les démons avaient pris le contrôle de la ville. Kai avait des doutes au début, mais Rin a confirmé qu'il n'avait pas perdu la boule. Maintenant, il sait avec certitude qu'ils sont dans un monde où les résultats de la guerre des races ont été complètement chamboulés. La vraie histoire est celle où Sid est devenu le héros humain, mais dans cette C'est la solution à leur problème, mais Kai n'a jamais existé. Il y a vraiment un moyen d'y arriver. Ils se couchent après ça, mais tard dans la guerre, il se réveille en sursaut, le cœur battant, et avertit Kai de très fortes vibrations magiques, ce qui signifie que les démons lancent une attaque. Dehors, les démons viennent de faire exploser le plafond de la ville et se déchaînent complètement. Kai savait déjà que l'humanité était perdue d'avance dans cette réalité tordue, mais il n'avait pas réalisé à quel point les humains étaient totalement démunis face aux démons. Pas l'ombre d'un héros à l'horizon pour les sauver non plus, alors Kai décide qu'il doit prendre les choses en main et la place de Sad pour le bien de l'humanité. L'unité de défense commence à tirer des balles sur les démons, mais ils savent que ces petites balles ne serviront absolument à rien. Alors Saki file à toute vitesse pour attraper la mitrailleuse. Mais juste avant qu'elle n'y arrive, un démon déboule derrière elle sur le point de lancer un sort. Mais à la dernière putain de seconde, Kai intervient et la sauve, expédiant ce démon au tapis. Il dit à Saki d'utiliser de l'eau contre les démons car s'ils s'en imbibent, ils deviendront trop lourds pour voler et une fois au sol, elle devrait leur balancer quelques grenades. Juste à ce moment-là, Kai remarque un démon transformant Aslan en une vulgaire pierre. Alors il tire une balle anti-magie pour briser le sort et lui sauver la vie. Le démon vise ensuite Kai, essayant de le clouer au sol, tandis qu'un autre démon s'approche furtivement par derrière pour attaquer. Mais Kai esquive ce salaud avec agilité et repousse le premier démon tandis que Rin règle son compte au second avec une déflagration. Après, Kai remercie Rin pour le soutien et la félicite pour sa force, mais même avec sa puissance de dingue, il n'est pas sûr qu'il puisse sauver la ville à eux seuls, même avec ça. Ocelin et Seki accourent vers Kai, lui demandant comment diable il détruit la magie avec des balles et met les démons KO à coups de poing. Kai leur explique tout en détail, précisant qu'il vient d'un monde où l'humanité a gagné la guerre des races. Son style de combat et ses balles spéciales viennent tous de ce monde, mais Saki et Aslan ne croient toujours pas un mot de ce que Kai raconte sur les lignes temporelles alternatives. Mais avant qu'il ne puisse poser plus de questions, Aslan reçoit un message disant que 2 éclaireurs démons ont réussi à s'échapper, et si ces éclaireurs rapportent à leur chef l'emplacement de cette ville souterraine, toute une putain d'armée de démons va déferler et anéantir sans pitié le dernier humain.
Aslan dit qu'il doit rapporter ça au quartier général de l'armée rebelle et Saki demande à Kai de venir avec eux car sa force en fait un atout précieux, une vraie trouvaille. Alors Jean l'accueillera à bras ouverts, c'est certain. Kai accepte de les rejoindre et ils se dirigent de tous vers le quartier général dans l'ancienne capitale royale. Cet endroit a été complètement ravagé il y a des années, mais c'est exactement pourquoi ils ont choisi d'y établir leur quartier général. Les démons ne songeront jamais à les chercher dans un endroit détruit, c'est bien pensé. Celui qui a eu l'idée était le père de Jean, mais il a pris sa retraite en tant que chef de l'armée rebelle il y a 2 ans à cause d'une blessure, alors Jean a pris sa relève. Ils débarquent au quartier général et Kai et Rin sont amenés à rencontrer les responsables suite au rapport d'Aslan. Alors elle demande à Kai de tout déballer sur cette ligne temporelle alternative qu'il a mentionnée plus tôt. Kai déballe tout ce qu'il sait sans rien omettre, mais les autres pontes de la pièce le traitent de menteur pour avoir fait une affirmation aussi audacieuse. Mais Kai mentionne à quel point lui et Janine étaient très proches quand ils étaient enfants dans la ligne temporelle précédente. Il mentionne Og et Jer, les surnoms que Jean a toujours voulu être, vous savez, comme des modèles. Les noms interpellent Jean, mais elle reste silencieuse pour l'instant et décide de clore la réunion sans plus attendre. Plus tard, cette nuit-là, Jean veut s'entretenir avec Kai. Il semble qu'elle commence à être un peu plus ouverte à l'idée que Kai ait pu dire la vérité. Peu de gens, en fait, dans ce monde savent qu'elle est une femme et Og et Jur étaient les surnoms de son père et de son grand-père. Mais cela ne signifie pas qu'elle croit chaque putain de mot qu'il a prononcé. Pourtant, elle pense que ses compétences de combat et ses connaissances sont dignes de confiance. Elle expose un plan détaillé pour se lier avec d'autres villes humaines et repousser les démons qui prévoient d'envahir Néo-Vachal, mais Rin ne le sent pas du tout. Elle pense que ce plan va juste attirer de plus en plus de démons avec le temps. De plus, si un démon de haut rang apparaît, tout va foirer lamentablement. Jean sait que c'est un coup risqué, mais elle ne voit rien de mieux à faire pour protéger les foyers des survivants. C'est là que Kai lâche une bombe, une vraie révélation. Il dit qu'ils n'ont qu'à abattre un seul démon pour résoudre ce sacré bazar, et c'est Vanessa, l'héroïne des démons. Jean pense que c'est carrément fou d'envisager d'affronter un démon aussi puissant que Vanessa. Mais Kai est confiant que le détenteur de code peut s'en occuper sans problème. Il dit que lui et Rin seront ceux qui affronteront directement Vanessa. Les démons sont plus concentrés sur les chamailleries avec d'autres races, donc la plupart d'entre eux ne seront pas aux côtés de Vanessa. Tout ce dont Kai a besoin, c'est que Jean et son équipe tiennent en respect le reste des démons pendant qu'il va engager Vanessa. Après que Jean ait accepté, ils ne perdent pas une seconde et commencent à se préparer à reprendre la fédération d'Uruza. La scène passe à Kai et l'équipe se préparant pour la grande bataille, l'affrontement décisif. Rin est complètement remontée, elle se lamente sur la façon dont elle déteste différents types d'êtres. Elle déteste les démons parce qu'ils sont louches et trompeurs, les esprits parce qu'ils sont flippants au possible, les bêtes mythiques parce qu'elles sont purement et simplement sauvages, les célestes parce qu'ils sont têtus comme des mules, c'est insupportable, et les humains parce qu'ils sont faibles et fragiles. Mais le comble, c'est qu'elle se déteste le plus parce qu'elle possède un peu de tous ses traits, hélas. Malgré tout ça, Kai est le seul qui n'avait pas peur d'elle, pas le moins du monde, qui l'a vue pour ce qu'elle est vraiment et l'a acceptée. Elle espère vraiment qu'il ne la laisse pas tomber en mourant. Puis la scène passe à l'armée de la Fédération d'Uruza marchant vers le palais du gouvernement. Saki n'en revient pas que leur petite escouade soit celle qui s'attaque à Vanessa. Elle pense que le plan a une chance de réussir parce que Jean les mène, mais elle est toujours inquiète d'affronter Vanessa, c'est une autre paire de manches. Elle se demande ce qu'ils sont censés faire, bon sang à seulement 4, et Kaki dit que sa petite escouade est la clé pour atteindre Vanessa rapidement et inaperçue. Ce qui comprend, mais elle n'est pas enchantée du tout de faire partie de ce plan risqué. Kei se tourne ensuite vers Saki et Aslan, leur disant qu'ils sont les seuls en qui il peut avoir confiance pour le couvrir. Seki est toujours plutôt effrayé, il faut l'avouer, mais Rin intervient et lui donne une tape rassurante sur la tête, ce qui la calme un peu, juste ce qu'il faut. Rin dit à Seki de ne pas s'en faire, vraiment, lui rappelant qu'elle est forte et ne perdra contre personne, c'est certain, sauf peut-être Vanessa. Seki demande, la voix tremblante, ce qui se passe s'il rencontre Vanessa, et Rin dit avec une assurance folle qu'elle s'occupera elle-même de Vanessa, même si cela implique de se faire exploser avec elle, s'il le faut. Ce qui supplie Rin de ne pas s'engager dans un plan aussi dangereux, et Aeslin intervient, partageant ses propres craintes, et il a raison. Il souligne qu'ils n'ont aucune idée de l'état réel du palais du gouvernement et craint que les démons ne les repèrent s'ils se déplacent en grand groupe. Kei le rassure, expliquant que les démons sont extrêmement sensibles à la magie et ne les remarqueront absolument pas car les humains n'ont pas de magie. Il se sent un peu plus à l'aise enfin et se demande si Kai a glané ces informations de son monde. Kei observe qu'il semble plutôt calme en apparence mais admet que ses mains tremblent en réalité. C'est fou. Il ajoute que s'ils parviennent à vaincre les démons, ils seront célèbres dans le monde entier, une vraie légende, et pourraient même obtenir des récompenses. Kai lui dit qu'il est plus fiable que l'Asselin qu'il connaissait autrefois, c'est une bonne surprise, et qu'il compte sur lui. Ils arrivent ensuite à destination, prêts à affronter l'inconnu, quoi qu'il arrive. Jiang prononce un discours pour remonter le moral à bloc des soldats. Elle sait que certains d'entre eux pourraient être inquiets à cause du temps de préparation si court, c'est vrai, mais elle leur rappelle depuis combien de temps ils se battent. Elle leur dit que tous ces combats n'étaient en main que la longue préparation pour ce jour décisif. Ils n'ont fait que cultiver leur esprit et leur volonté de se battre patiemment pendant si longtemps, mais maintenant il est temps de riposter et de faire entendre leur voix enfin. Ils se dirigent vers la capitale par un passage souterrain et Kai est choqué de découvrir le palais du gouvernement en ruine.
Les démons patrouillant le palais les repèrent et attaquent sans sommation avec de la magie de glace. Kai dissipe la magie avec sa balle et élimine le démon d'un coup sec avec son épée. Plus de démons apparaissent et Rin utilise sa magie pour les anéantir tous en un clin d'œil, mais Kai prétend que l'une de ses balles a fait le travail, bien sûr. Aslan et Saiki sont surpris de voir qu'il a une balle d'une telle puissance, c'est incroyable, et Kai leur dit que c'est sa balle la plus forte, sa botte secrète. Il demande ensuite à Serena si elle peut sentir Vanessa, et elle découvre que Vanessa se trouve au dernier étage, tout en haut. Kai dit à Jean qu'il va chercher l'héroïne démoniaque en commençant par le dernier étage du côté nord. Jean dit qu'elle l'accompagnera une partie du chemin, pour l'instant, mais Fallon les informe que les escaliers du côté nord sont complètement effondrés, ils devraient donc utiliser ceux du côté sud. Jean donne à un autre groupe de secourir les prisonniers retenus en sous-sol, et son groupe prend les escaliers de secours du côté sud. En chemin, Fallon interroge Kai sur l'attaque éclair de tout à l'heure, celle dans le palais du gouvernement, pas responsable puisqu'elle ne l'a jamais vu appuyer sur la gâchette, pas une seule fois. Et elle comprend que c'était l'œuvre de Rin, bien sûr. Jean demande ensuite à Kai s'il est toujours partant pour affronter Vanessa seul, vraiment, et il dit que oui. Elle l'informe ensuite que les démons devraient se rassembler très bientôt, et Rin remarque alors un diablotin invoquant un grand démon sur leur chemin. Quelle surprise! Ils sont trop tard pour l'arrêter, hélas, et il invoque le démon. Le démon attrape un des soldats, mais Fallon le sauve, disant aux autres de continuer pendant qu'elle s'occupe de ce petit poisson, cette bagatelle. Il la laisse derrière elle pour gérer un démon, seul, et dehors, le groupe de soldats combat aussi des démons, et le second groupe sauve les captifs, enfin libres, et Jean et les autres se dirigent vers une pièce. Jean est frappé par une puissante attaque éclair dès qu'elle entre, mais elle est totalement indemne, un vrai miracle. Rin remarque qu'elle porte un vêtement elfique très particulier, et Jean explique que c'est un objet magique appelé le vêtement de lumière sacrée, un nom qui en jette qu'ils ont obtenu d'un village elfique. Jean dit que c'est le Nek plus ultra en matière de résistance magique. Elle leur dit que ses forces s'occuperont du démon sans problème et leur dit de continuer leur chemin. Kai et son groupe avancent et mettent des brassards. Saket est surprise d'apprendre que ces brassards les cacheront des démons, c'est incroyable, et se demande bien comment ça marche, cette magie. Rin essaie d'expliquer que c'est de la magie de barrière, mais Kai la met en garde de ne pas en dire plus. Rin dit qu'un humain l'a créé en copiant la magie de barrière angélique, ni plus ni moins. Elle explique que ça sert à les dissimuler, ni vu ni connu, et il continue. Un démon s'approche d'eux et Saki essaie d'attaquer, mais Rin l'arrête. Le démon passe juste à côté d'eux, sans les voir, sans rien remarquer du tout. Ils sont tous soulagés, un poids en moins, que la barrière fonctionne, et bientôt ils atteignent la salle des disjoncteurs, le cœur névralgique. Ils disent à Sakia et à Svan de rester là et de couper le courant sans hésiter, s'il semble qu'ils sont en train de perdre contre Vanessa. Kai explique qu'ils utiliseront l'obscurité pour s'échapper, repérer c'est la panique connue, mais Rin dit que sa barrière devrait toujours être active sans faute, et Kai réalise que ce pourrait être les capteurs infrarouges du bâtiment. Mais ils continuent alors une alarme qui les attendent. Un démon dit que les machines humaines sont parfois utiles, c'est un comble, révélant que les démons utilisent le système de surveillance pour les suivre. Kay demande si ce démon s'occupe de la maintenance du système, et il apprend que Vanessa a suggéré de l'utiliser. Puisque les esclaves s'occupent de l'entretien, c'est sans le moindre tracas, un vrai bonheur, et l'héroïne démoniaque est ravie de l'invasion. Bien sûr, le démon est curieux de savoir pourquoi il risquerait une mission suicidaire, quelle folie! Kay lui demande de les mener à Vanessa, mais le démon dit qu'il les utilisera pour son propre divertissement, un vrai spectacle. Lui et les autres démons attaquent ensuite Kai. Mais Rin le fait rapidement voler hors de portée, ni une ni deux, et l'emmène aux escaliers menant à l'étage suivant. Elle bloque le passage au démon et dit à Kai d'avancer pendant qu'elle s'en charge, seule. Kai n'est pas ravi de ce plan, loin de là, mais n'a pas le choix, alors il avance. Les démons sentent alors l'odeur de toutes les races venant de Rin et ils sont confus quant à sa véritable nature, c'est étrange. Rin dit qu'elle ne sait pas et admet qu'elle déteste les démons, un point, c'est tout, puis elle se prépare à les attaquer avec sa magie. Kai trouve ensuite la chambre de Vanus et est surpris de voir que l'héroïne démoniaque est une succube sacrément canon. Nous passons ensuite à Jean combattant le démon de tout à l'heure, les autres la couvrant avec des tirs, sans relâche. Jean essaie de frapper le démon, mais il saisit son épée et l'attaque violemment avec de la magie de feu. Son vêtement elfique la protège, heureusement, et le démon le réalise, à sa grande surprise. L'épée de Jean se transforme alors en arc et elle l'utilise pour abattre le démon une bonne fois pour toutes. Avant de mourir, le démon remarque que Jean utilise des objets magiques, angéliques et eldéniques et la prévient que ces objets draineront sa force vitale, c'est inévitable, car les humains ne peuvent pas utiliser la magie. Jean l'achève et dit qu'elle a choisi la mort de son plein gré sans regret. Un autre démon déboule d'en haut sans crier gare pour attaquer Jean, mais Fallon intervient en un éclair pour la sauver. Le démon reconnaît Fallon et se demande si elle est la dragonard qui manie un Drake nommé Fong, le fameux. Fallon le nie catégoriquement et Jean espère que tout se passe bien au dernier étage. La scène passe au dernier étage où Vanessa demande à Kai s'il n'est pas surpris que le démon le plus fort soit une succube. Kai dit qu'il n'est pas surpris du tout, pas le moins du monde, et Vanessa le trouve intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a mentionné qu'elle voulait le charmer pour en faire son esclave personnel, mais ne s'attendait pas du tout à sa réaction. Elle demande s'il est le commandant qui utilise le vêtement elfique, mais Kai dit que non, il n'est qu'un étranger, un simple visiteur. Kai dit qu'il vient d'un monde où elle a été vaincue, mais Vanessa lui dit qu'un tel monde n'existe pas, c'est absurde. Kay se fiche éperdument qu'elle le croit ou non, peu importe. Il explique qu'il s'est retrouvé dans ce monde contre son gré par accident et que selon l'histoire dont il se souvient, la grande guerre des 5 races Petit Maidou s'est terminée il y a des années. Vanessa demande à Kai quelle race a réussi à la vaincre et elle est amusée de découvrir que c'était les humains, quelle ironie. Elle veut savoir quel humain l'a fait et Kai lui dit que c'était Sid. Le nom déclenche quelques souvenirs pour Vanessa, c'est évident, mais elle les repousse rapidement sans s'y attarder et essaie d'utiliser sa magie sur Kai, mais Kai annule son sort d'un geste sûr.
Kai attaque alors seulement pour découvrir que c'est une illusion. Vanessa frappe par derrière, sournoisement, mais il esquive avec agilité. Elle remarque que son arme est inhabituelle et réalise qu'elle doit forcément venir de son ancien monde. Kai demande si elle le croit maintenant, mais elle le rejette comme arrogant avec mépris et le frappe avec un puissant sort de flamme. Il dévie l'attaque, la prenant complètement par surprise. Vanessa déchaîne ensuite un sort destiné à anéantir n'importe quelle race, sans distinction. Le sort secoue tout le bâtiment de fond en comble, mais Kai utilise le détenteur de code pour se protéger, laissant Vanessa stupéfaite qu'il soit toujours debout. C'est incroyable. Vanessa demande à propos de l'épée que Kai tient, mais il ne répond pas, restant silencieux. Soudain, Rin frappe Vanessa avec un sort éclair. Kai voit que Rin est gravement blessée, c'est évident, de son précédent combat avec les démons. Elle explique qu'elle a eu peur quand le bâtiment a tremblé, c'est normal, pensant que Kai était peut-être mort, alors elle est venue s'assurer qu'il allait bien. Rin défie Vanessa de l'affronter sans plus attendre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, le monstre de tout à l'heure apparaît à travers un portail et immobilise Vanessa, la ligotant. Le monstre remarque d'étranges changements, c'est troublant chez Vanessa et réalise qu'elle a été affectée par le mot interdit, c'est grave. Il essaie d'exorciser Vanessa de ce monde, la bannir, mais elle parvient à se libérer avec force et reconnaît le monstre comme l'un des serviteurs d'Alfreya. Vanessa riposte avec un puissant sort de feu, blessant gravement le monstre, c'est certain, mais il est toujours en vie, étonnamment. Le monstre s'échappe par le portail pour se refaire une santé, et Kai est stupéfait par la force incroyable de Vanessa. Il n'arrive pas à croire que Rin combattait quelqu'un d'aussi formidable. Vanessa essaie ensuite de soigner sa blessure en concentrant son pouvoir, que la Vanessa mais ça ne fonctionne pas malheureusement. Pas aussi alors elle décide de prioriser Kai et elle est réellement effrayée par sa puissance. Ils n'ont aucune chance, c'est clair contre elle. Alors avant que Vanessa ne puisse attaquer, elle s'envole et la plaque avec détermination, disant à Kai de s'en aller, car elle ne pourra pas retenir Vanessa très longtemps, c'est sûr. Rin érige une barrière de prison d'ombre autour d'elle et de Vanessa pour gagner un peu de temps, c'est vital. Vanessa voit que c'est de la magie spirituelle, mais c'est beaucoup trop faible pour l'arrêter, c'est évident. Rin est projetée en arrière, violemment, quand Vanessa brise la barrière, mais avant que Vanessa ne puisse l'achever, Kai charge pour attaquer sans hésiter. Puisque Vanessa est concentrée sur lui maintenant, elle redirige son explosion vers lui, sans pitié. Kai parvient à bloquer la majeure partie, mais il a toujours l'air plutôt mal en point, c'est le moins qu'on puisse dire. Rin n'arrive pas à croire le bol des provocations de Vanessa, c'est trop, alors elle va tout donner pour s'assurer que Vanessa le plus fort pour ça. Rin déchaîne cruauté, lui demandant si son corps commence à montrer des traits des 5 races. Vanessa trouve ça amusant, mais Rin ne plaisante plus du tout, c'est fini. Elle lui assène un coup de poing solide, comme pour effacer ce sourire narquois du visage de Vanessa. Sous cette nouvelle forme, Rin peut réellement rivaliser avec Vanessa, et même la bousculer, c'est incroyable, mais il s'avère que Vanessa ne faisait que jouer avec elle, un simple divertissement. Vanessa trouve la forme chaotique de Rin fascinante, c'est une curiosité, mais elle se demande pourquoi Rin ne l'a pas utilisé plus tôt. Quelle erreur! Si elle l'avait fait, elle aurait peut-être gagné assez de temps pour Rin commence à pleurer, les larmes aux yeux. Mais Vanessa lui rappelle Vanessa se demande si Rin avait peur de révéler sa vraie nature et son essence, c'est sa prérogative. Ou si elle craignait d'être traitée de monstre, c'est ça, quelle faiblesse! C'est son hésitation qui a causé la mort de Kai. Autant Rin déteste l'admettre, c'est une vérité amère. Vanessa a raison, c'est sa faute. Kai est mort. Mais cela n'a plus aucune importance de Vanessa pour lui jeter une malédiction de ce qu'elle fait funeste Kai avant même que Vanessa ne réalise et emmener Vanessa avec elle dans la mort. Des gouttelettes de sang commencent à suinter lentement de sa peau. Normalement, ce serait la fin de la partie pour Vanessa de Vanessa, mais elle a encore une carte à jouer, aucun moyen de s'en défendre. Soudain, Rin s'effondre sans force et Vanessa explique que même si la malédiction ne peut pas être bloquée, c'est vrai, sa puissance dépend de la force magique du lanceur. Rin aurait normalement eu assez de magie pour que ça fonctionne d'habitude, mais ils sont dans la base de Vanessa, et elle avait mis en place des contre-mesures majeures, très efficaces, pour les attaques d'autres races. Derrière Vanessa se trouve un énorme cercle de malédiction qui perturbe les esprits, la frappe 3 fois plus fort, c'est terrible, et les célestes, alors c'est fou que Rin ait tenu aussi longtemps, c'est un exploit. Elle ne peut même pas obtenir sa vengeance pour Kai, c'est cruel, alors elle reste assise avant que Rin ne soit tué, l'attaque avoir été bloquée par Kai, qui est on ne sait comment toujours en vie. Il dit à Rin qu'il n'y a pas besoin de s'excuser et qu'elle a été très utile, car son combat avec Vanessa lui a donné le temps de se réveiller. Rin a du mal à croire que Kai est encore en vie, et Vanessa non plus. Elle lui demande comment il a survécu, car aucun humain ne devrait être debout après ça. Kai se souvient avoir utilisé le porte-code pour se protéger de l'explosion, c'est la 2e fois qu'il lui sauve la vie dans ce combat. Mais il garde ça pour lui et se prépare juste à affronter Vanessa. Vanessa est furieuse que Kai ose la défier, elle lui rappelle qu'il n'est qu'un minable qui a survécu par chance. Sa dernière attaque l'a presque tué, et la seule raison pour laquelle elle n'a pas pu l'achever, c'est parce que Rin la tenait occupée. Kai dit qu'il se bat si fort parce que Rin a risqué sa vie pour lui, alors il va faire de même pour elle. Vanessa a un air intrigué et demande à Kai s'il a un plan pour la vaincre, car elle est vraiment curieuse de voir ce qu'il a en réserve. Les humains parlent toujours en grand de montrer leur potentiel, mais elle n'a jamais été impressionnée par aucun d'entre eux. Le héros céleste spirituel et le héros bestial lui ont donné du fil à retordre, mais au moins elle respecte leur puissance.
Quant aux humains, elle n'en a pas rencontré un seul qu'elle puisse respecter, à moins que Kai ne prétende être assez fort pour être le héros de l'humanité. Kai lui dit qu'il n'aspire pas à être le héros de l'humanité, mais elle veut voir ce qu'un humain peut faire. Alors il va lui montrer exactement à quel point un humain peut être puissant. À partir de maintenant, il affronte Vanessa en tant que représentant de toute l'humanité. Même si Vanessa ne peut imaginer ce qu'il pourrait faire pour la battre, elle décide de le prendre au sérieux. Elle utilise sa magie pour invoquer une mini-météorite afin d'écraser Kai, mais Kai la tranche en morceaux avec le porte-code. Vanessa est impressionnée qu'il ait coupé sa magie si facilement, mais elle est loin d'avoir fini, alors elle commence à lancer une flopée de sorts de flammes infernales. Pendant ce temps, Kai appelle Aslan et lui dit de couper le courant, alors toutes les lumières de l'endroit s'éteignent. Vanessa réalise qu'elle ne voit rien, même si elle a une flamme littérale sur l'épaule, et comme Kai n'a pas de magie, elle ne peut pas le sentir non plus. Mais même sans magie, l'épée est chargée d'énergie magique, alors elle cible l'épée avec son attaque de flamme infernale. Alors que la poussière se dissipe, elle est choquée de trouver Rin tenant le porte-code, tandis que Kai est déjà derrière elle. Toutes ces années d'entraînement de Kai portent enfin leurs fruits. Il enferme Vanessa dans un combo et Rin lui lance l'épée pour qu'il puisse l'achever. La dernière chose que Vanessa dit avant d'être tranchée est « Je crois que j'ai perdu, bien joué l'humain ». Alors que Vanessa s'effondre à genoux, son corps commence à se désintégrer sous l'effet des dégâts. Rin et Kai remarquent que quelque chose ne va pas avec elle, puis les souvenirs de Vanessa lui reviennent en flot. Elle se souvient de tout concernant Sid et de toute cette histoire de réincarnation du monde. Elle n'arrive pas à croire qu'elle se soit laissée berner après que Sid l'ait averti que quelque chose comme ça pourrait arriver. Après avoir entendu que Vanessa connaît Sid, Kai commence à la presser de cracher le morceau. Vanessa lui parle de cette chose folle appelée la réincarnation du monde dont Sid a parlé. Apparemment, quelqu'un a trafiqué la chronologie et changé l'histoire, alors Kai doit trouver cette personne qui est probablement l'un des 3 autres héros. Sid avait vu venir cette réincarnation du monde, c'est pourquoi il a donné son épée à Vanessa pour la protéger des ennemis. Cette épée est la clé pour réparer tout le désordre causé à ce monde. Kai est curieux de savoir pourquoi Vanessa et Sid feraient équipe alors qu'ils sont censés être ennemis. Vanessa explique qu'elle a combattu Sid une fois, mais il a gagné son respect en tant que combattant sérieux et ils ont fini par travailler ensemble. Il y a beaucoup de choses donc sur l'ancien monde que Kai ne sait pas, alors Vanessa le met en garde contre le code 0. C'est une magie sacrément complexe. En plus de ça, Vanessa dit à Kai qu'il a fait un sacré boulot contre elle et qu'elle a été vraiment impressionnée. De son plan d'utiliser l'obscurité à son cran et ses compétences au combat, elle comprend maintenant ce qu'il entend par esprit humain. Même si elle est furieuse d'avoir perdu, elle adorerait l'affronter à nouveau. Et s'ils se rencontrent la prochaine fois, elle compte s'amuser bien plus avec lui, mais en tant que succube. Kai est un peu sans voix après ce que Vanessa vient de dire, mais l'épuisement du combat le frappe et il finit par tomber à genoux. Kai est soulagé d'avoir enfin vaincu Vanessa. La nouvelle de la défaite de Vanessa se répand rapidement et bientôt, tous les survivants humains sont de retour à la Fédération d'Urza, prêts à la reprendre. Les choses s'améliorent enfin pour les humains, mais pendant que tout le monde célèbre la victoire, Kai est perplexe quant à la suite des événements. Rin remarque qu'il est ailleurs et lui demande si quelque chose ne va pas. Kai mentionne qu'il pensait que quelque chose leur était arrivé, c'est pourquoi ils sont les seuls à se souvenir de l'ancien monde, mais si Vanessa a raison, alors c'est en fait l'inverse. Le monde a été chamboulé et d'une manière ou d'une autre, ils sont les seuls à être restés les mêmes. Rin dit qu'elle veut que les choses redeviennent comme avant parce que ce nouveau monde la terrifie et Kai est du même avis, mais il n'a aucune idée de comment ils vont tout remettre en ordre. Juste à ce moment-là, Jean arrive auprès de Kai et Rin pour les remercier. Même si l'endroit est en ruine en ce moment, la seule raison pour laquelle les humains ont réussi à reprendre leur ville est ce que Kai et Rin ont fait. C'est pourquoi elle veut les remercier au nom de l'armée rebelle. Mais elle remarque que Kai et Rin ne semblent pas très enthousiastes malgré leur victoire. Kai lui dit qu'il est en fait soulagé d'avoir gagné car il doute de pouvoir vaincre Vanessa s'ils se croisent à nouveau. Maintenant que Vanessa est hors jeu, les humains peuvent reconstruire la ville et peut-être même la rendre meilleure qu'avant. Mais c'est un travail pour quelqu'un d'autre, pas pour elle. Les gens qui étaient là quand la fédération est tombée aux mains des démons seraient bien plus qualifiés pour diriger les efforts de reconstruction, alors Jean ne se sent pas de taille pour ça. Mais si elle ne va pas aider à la reconstruction, Kai et Rin lui demandent quel est son plan. Jean explique qu'il y a 3 autres fédérations qui ont été prises par les autres races, la fédération d'Io, la fédération de Yulin et la fédération de Scholz. Chacune est sous le contrôle d'une race différente et chacune a une armée rebelle humaine qui riposte. Elle prévoit de partir et de lancer une vaste opération pour unir les fronts rebelles. La nouvelle de la défaite de Vanessa s'est répandue partout et les humains sont plus motivés que jamais. C'est pourquoi Jean espère que Kai et Rin l'accompagneront pour aider les autres armées rebelles. S'ils font équipe, ils pourraient réussir ce que les humains de l'ancien monde de Kai ont fait et chasser toutes les autres races. Jean va personnellement diriger les soldats et s'assurer que Kai et Rin reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin, alors elle demande à Kai de se battre à leur côté. Kai a l'air un peu abasourdi pendant une seconde, alors Jean s'assure de mentionner qu'il sera bien récompensé pour toutes ces histoires de héros. Mais ce n'est pas que Kai n'est pas contre l'idée d'aider l'humanité à gagner, il pensait juste à quel point cette version de Jean est devenue adulte.
Dans son ancien monde, Jean était incroyable, mais avait aussi ce côté enfantin, comme l'appeler pendant son entraînement, le traîner dans les magasins et s'inquiéter de son avenir avec ses amis. Mais il est difficile d'imaginer cette Jean faire quoi que ce soit de tout ça. Kay accepte de faire équipe avec Jean pour combattre les autres races et libérer l'humanité. Il lui tend la main pour une poignée de main et ils scellent l'accord. Ils descendent au rez-de-chaussée où Jean remonte le moral des soldats, leur demandant s'ils ont tous bien dormi. Ils débordent tous d'énergie car c'est la première fois qu'ils dorment sans flipper à cause des attaques de démons. Ils sont enthousiastes à l'idée de reprendre Urza et Jean les informe du plan pour récupérer les autres fédérations. Pendant ce temps, Kay dit à Rin qu'il va finir cette guerre des 5 races lui-même. S'il n'y a pas de Cid pour sauver la mise, alors c'est à lui de prendre les choses en main et d'être le héros de l'humanité. Et pendant qu'il y est, il va traquer la personne derrière la réincarnation du monde et tout remettre à la normale. Après cela, Rin se retrouve à rêver du moment où elle fuyait désespérément ce monstre que nous avons vu plus tôt, avec Cid à ses côtés lui offrant des conseils énigmatiques. Elle se réveille et nous voyons qu'elle est dans une voiture en route directe pour la Fédération d'Io. Aslan est sidéré qu'ils soient déjà en mission, alors qu'ils ont à peine eu le temps de souffler après avoir vaincu les démons. Alors Saki lui dit qu'ils n'ont pas vraiment le choix, les demandes d'aide affluent aux d'autres pays et Jean est leur dernier espoir. Alors elle espère que la capitale sera reconstruite à leur retour. Aslan ne peut qu'espérer que les démons ne reprennent pas la ville, mais l'esprit de Kay est ailleurs. Il se remémore la fin de la bataille et alors qu'il faisait le ménage, Rin a senti l'odeur des démons dans l'air. Ils ont suivi la piste mais n'ont rien trouvé à l'endroit où l'odeur était la plus forte. C'est alors que Rin a vite réalisé que c'était un piège. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, ils ont été pris dans une barrière sans issue. C'est alors que les sœurs de Vanessa sont apparues, lançant une attaque. Mais l'intrépide Kay a traversé son assaut avec le porte-code. Elle a ensuite fait un autre mouvement, mais Rin l'a arrêtée et Kay lui a demandé directement ce qu'elle voulait. Alors elle s'est présentée nonchalamment comme Imeril, la succube, et Kay a immédiatement ressenti la lourde pression qu'elle dégageait, tout aussi intense que celle de Vanessa. Elle a admis qu'elle était choquée que sa sœur ait été vaincue par un simple humain, disant qu'il avait fallu une série de miracles pour y arriver, mais si elle avait été à la capitale royale à ce moment-là, il n'aurait eu aucune chance. Puis, quand Kay lui a demandé si elle était là pour venger sa sœur, Imeril a simplement ri. Elle a admis qu'elle aimait sa sœur, mais maintenant que Vanessa était hors jeu, elle était la nouvelle chef. En fait, elle lui était reconnaissante, alors elle lui a confié un petit secret. Les démons pourraient facilement reprendre la capitale s'ils le voulaient, mais ils laissent les humains la garder pour l'instant. Elle a suggéré que les deux camps fassent une pause dans la guerre, et Kay a réalisé ce qu'elle insinuait. Pousser le combat plus loin les exposerait aux attaques des autres races. Imeril a proposé un accord. Les humains pourraient garder la capitale royale, mais en échange, tous les autres territoires appartiendraient aux démons. Elle a demandé si Kay acceptait la trêve et il lui a assuré qu'il transmettrait le message à son commandant. Mais Imeril n'avait pas fini. Elle a soudainement poussé Kay à s'en prendre aux 3 autres races, espérant clairement qu'ils s'entretueraient tous. Elle a même taquiné en disant qu'elle le récompenserait d'un baiser s'il réussissait. Kay n'est pas impressionné et lui fait clairement savoir qu'il n'est pas intéressé, mais elle le quitte avec un dernier coup de griffe disant qu'elle prendrait ce qu'elle voulait par la force un jour. Alors qu'elle partait, elle l'a averti de se méfier d'Alfreya qui se comportait bizarrement ces derniers temps, surtout s'il prévoyait de s'attaquer aux Célestes ensuite. De retour au présent, Kay rassemble l'équipe, leur disant qu'ils doivent laisser les efforts de reconstruction à d'autres. Leur mission est maintenant d'unir leurs forces avec l'armée rebelle de la Fédération d'Io et de vaincre les Célestes. Saki rappelle que les Célestes sont une alliance d'elfes, de nains, de fées et d'anges. Kay ajoute que ces êtres sont encore plus sournois et rusés que les humains. Leurs maîtres fabriquent de puissants objets magiques pour la bataille, et si les démons sont considérés comme des monstres, alors les Célestes sont essentiellement des humains avec une terrifiante mise à niveau. Jean annonce ensuite par les communications qu'ils approchent du point médian sur l'autoroute et que l'aire de repos n'est qu'à 2 km. Elle n'a pas été entretenue depuis des lustres, mais elle devrait faire l'affaire pour une petite pause. Soudain, Rin aperçoit quelque chose et demande d'urgence à Aslan d'ouvrir la trappe supérieure. Elle jette un œil et aperçoit un dragon planant au-dessus. Aslan trouve cela étrange, étant donné qu'ils sont censés être en territoire démoniaque, mais Kay alerte rapidement tout le monde. Jean ordonne au convoi d'accélérer et d'essayer de semer le dragon, mais c'est inutile. La bête est trop rapide, puis les soldats visent et tirent donc sur l'ordre de Jean, mais les balles égratignent à peine les écailles du dragon, et la créature détruit 2 de leurs véhicules. Puis Rin déchaîne sa magie de foudre sur le dragon, tandis que Kay fait passer ça pour un de ses tirs, et ensemble, ils parviennent à chasser la créature. Jean ordonne ensuite à tous les véhicules de s'arrêter et de s'occuper des soldats attaqués par le dragon. La scène se déplace vers les soldats au camp où les blessés sont soignés. Rin et Kay ont une tente pour eux seuls, et Kay ne peut s'empêcher de se sentir un peu coupable de prendre autant de place. Il suggère que Rin pourrait dormir dans la tente des soldats, mais Rin n'est pas très chaude à l'idée. Kay réalise rapidement qu'elle se sent mal à l'aise d'être entourée de tant d'humains. Juste à ce moment-là, Rin dit à Kay que Jean arrive et effectivement, Jean et Fallon entrent dans la tente.
Kai, perplexe, demande pourquoi elles sont là, et Jean explique que c'est la tente des officiers supérieurs, les deux servant de garde du corps. Kay est pris de court et Fallon le prend à part pour lui parler en privé. Dehors, elle lui dit qu'elle montera la garde à l'extérieur du camp toute la nuit, tandis qu'il sera responsable de l'intérieur. Elle souligne également que les gens pourraient en réaliser que Jean est une femme si elle reste avec elle. Kay accepte et Fallon l'informe que Jean retirera son armure quand elle sera sur le point de dormir, la laissant en tenue légère. Alors elle lui donne un avertissement sévère de ne pas avoir d'idées mal placées et Kay lui assure qu'il ne le fera pas. Fallon lui confie ensuite le soin de s'occuper de Jean. À l'intérieur, Kay voit Rin faire un massage à Jean, ce que Jean apprécie clairement, promettant même de lui rendre l'appareil plus tard. En regardant cela, Kay se dit que faire semblant d'être un homme doit être difficile, et Jean réplique qu'il ne comprendra que quand il devra faire semblant d'être une femme. Kay évoque ensuite le dragon qu'ils ont rencontré, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'une bête mythique apparaisse dans la fédération d'Urza. Jean spécule qu'il pourrait être en reconnaissance après la défaite de Vanessa, mais elle le rassure en disant que la capitale est bien défendue. Elle mentionne ensuite nonchalamment qu'elle bouge beaucoup dans son sommeil et s'excuse d'avance si elle lui donne des coups de pied pendant la nuit. Plus tard, alors qu'ils dorment, nous voyons Kay peiner à fermer l'œil, avec Jean et Rin s'accrochant à lui dans leur sommeil. Le lendemain, le voyage continue et Aslan remarque rapidement que Kay a l'air complètement crevé. Il suppose que c'est parce que Kay a veillé toute la nuit à garder Jean et Rin. Trop épuisé pour discuter, il laisse le malentendu passer. Alors qu'ils avancent, Rin aperçoit l'imposant mur frontalier au loin et Aslan informe le groupe qu'ils sont sur le point d'entrer dans la fédération d'Io. Jean briefe ensuite tout le monde en disant que leur destination est Cassiopée, la 8e ville, qui est juste à l'extérieur de la capitale et où l'armée rebelle a établi sa base. Alors qu'ils roulent vers Cassiopée, Saki est sur les nerfs, prête à tirer sur tous Célestes qui croisent leur chemin, confiante que leurs armes sont plus efficaces contre eux que contre les autres races. Kay, essayant de garder les choses sous contrôle, lui dit de se calmer avant qu'elle ne tire sur un humain par erreur, car les Célestes et les humains se ressemblent presque. Jean donne ensuite l'ordre d'arrêter les véhicules et ils continuent le voyage à pied. En chemin, Rin cueille nonchalamment des fruits et commence à en croquer un morceau. Kay lui demande alors si c'est sûr à manger et Rin lui assure que oui, mais admet ensuite que sa langue lui picote un peu. Kay l'informe rapidement que le fruit est empoisonné, ce qu'elle a du mal à croire puisqu'elle en a déjà mangé dans la forêt elfique, laissant Kay perplexe quant à la raison pour laquelle ces fruits de la forêt elfique se trouveraient ici. Fallon intervient pour clarifier, expliquant que l'invasion céleste a fusionné la forêt elfique avec la cité humaine. Quand ils arrivent enfin au quartier général de l'armée rebelle, ils sont accueillis par les acclamations des humains de la région. Les membres de l'armée rebelle les saluent également à leur entrée. Zéphane, conseiller de l'armée rebelle, les accueille chaleureusement, exprimant comment la nouvelle de la victoire de Jean a ravivé l'espoir parmi eux. Il salue ensuite Fallon, révélant qu'ils ont un passé commun. Il est surpris de la revoir, remarquant combien de temps ils ont survécu dans ce monde désolé. Fallon, cependant, insiste qu'elle n'est pas assez vieille pour être considérée comme une survivante de longue date. Voyons. Sans perdre de temps, Jean demande à parler à leur commandant et Zéphane l'escorte promptement jusqu'à lui. En chemin, Zéphane se demande ce que Jean et son équipe savent de leur commandant. Fallon intervient, expliquant que son nom est Dante, un descendant de l'ancienne famille royale de la Fédération d'Io. Il se fait appeler l'empereur, mais c'est un cas envieux, méfiant et carrément obsessionnel. Fallon avertit qu'il pourrait même voir Jean comme une menace, et Zéphane, d'un hochement de tête, confirme son évaluation. Il espère que Jean pourra garder son calme avec lui, mais au moins les soldats apprécient son aide, même si leur patron est un cinglé. Quand ils arrivent, ils rencontrent l'assistante du commandant, Kubari, qui explique que tout ce qui doit passer par l'empereur sera géré par elle. Rin ressent quelque chose de bizarre chez Kubari, mais le garde pour elle pour l'instant. Finalement, ils se retrouvent face à face avec Dante, et Jean se présente. Mais Dante lui demande immédiatement pourquoi elle est en retard, disant qu'elle était censée arriver ce matin-là. Jean explique qu'ils ont rencontré un dragon en chemin et ont dû s'arrêter pour soigner les blessés, mais Dante n'en a rien à faire de ses excuses. Il demande froidement pourquoi elle est même là, compte-t-elle avoir plus de gloire après sa victoire à la Fédération d'Urza et prendre le contrôle de la Fédération d'Io aussi, mais Jean clarifie calmement qu'elle est là parce qu'ils ont demandé son aide. Dante révèle alors que ce sont ses subordonnés qui ont demandé de l'aide sans son consentement. Jean comprend que Dante ne veut pas être dirigé par les Célestes et il accepte à contre-cœur. Elle va droit au but, lui disant que courir après la gloire est inutile en ce moment. S'il veut des honneurs, il doit commencer à agir comme s'il les méritait, car au final, ce sont les soldats qui décident qui est loué. Elle ajoute que s'il prend ses responsabilités et dirige comme un vrai commandant, les gens le respecteront et le loueront. Dante, cependant, est choqué et plus qu'un peu insulté qu'elle ose lui donner des conseils. La scène se déplace vers une réunion stratégique entre les forces de Jean et l'armée rebelle. Zéphane expose la situation, expliquant comment les anges, les fées, les nains et les elfes sont répartis sur le territoire, mais admet que ces zones sont un territoire inconnu pour les humains.
Jean réalise rapidement que cela signifie qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où se cache le héros céleste, alors elle propose audacieusement de diriger elle-même la recherche. Elle demande à Dante la permission d'emprunter des soldats d'élite, mais Dante la rembarre, affirmant qu'il est insensé pour un général d'être en première ligne. Jean n'est pas découragée et répond qu'elle est prête à risquer sa vie pour les soldats qui se battent pour ses terres, inspirant les troupes rebelles par ses paroles. Plus tard cette nuit-là, nous surprenons Rhin en train de demander à Aslan de préparer un plat unique. Le plat a l'air si horrible qu'Aslan doute sérieusement que ce soit comestible. Rin lui assure qu'elle en a déjà mangé, mais Aslan reste dubitatif. Pendant ce temps, Aslan demande nonchalamment à Kai s'il a remarqué Kubari pendant la réunion, commentant sa beauté, et Kai est surpris de voir que Rin est également curieuse à propos de Kubari. Le lendemain, Jean est en reconnaissance dans la forêt elfique avec l'armée rebelle. Pendant ce temps, au camp, l'empereur grogne sur l'imprudence de Jean qui part en reconnaissance elle-même. Kubari est d'accord, disant qu'un général devrait rester au camp et commander l'armée. Dante est paranoïaque face à l'influence grandissante de Jean et craint qu'elle ne séduise les soldats par son audace. Kuberi cependant le rassure, affirmant que l'empereur n'a aucune raison de s'inquiéter. Dante déclare alors que Kuberi est son seul véritable subordonné et Kuberi, en secret, esquisse un sourire moqueur devant la naïveté de Dante. De retour de sa mission de reconnaissance, Jean se met aussitôt à dessiner une carte d'après ses découvertes. Kai remarque que Phalon s'est fait un sang d'encre pour Jean. Quand celle-ci minimise la situation, la colère de Phalon monte en flèche et elle prévient Jean qu'une sacrée leçon l'attend plus tard. Après la réunion stratégique, Jean expose les détails de sa mission de reconnaissance, révélant qu'ils ont réussi à identifier les routes de patrouille des elfes. Elle esquisse les prochaines étapes, poursuivre l'exploration et élaborer une stratégie d'invasion. Elle demande la coopération de tous et les soldats sont impatients de travailler avec elle. Une fois la réunion terminée, Rin demande impatiemment à Kai quand ils pourront enfin affronter les anges et les elfes. Kai explique qu'ils n'engageront le combat qu'une fois pleinement préparé et Jean avertit que les célestes sont rusés. Rin n'est pas enchanté par ce délai, mais Kai lui rappelle qu'ils auront besoin de toute sa force face à Alfreya. Rin remarque alors que Kubiri et Dante sont étrangement absents et Kai suppose qu'ils ne sont pas très enthousiastes à l'idée de mener depuis les premières lignes. Pendant ce temps, Dante fulmine devant le succès grandissant de Jean. Kubiri lui tend alors un papier suggérant qu'ils doivent accomplir quelque chose d'encore plus impressionnant pour reprendre le dessus. Elle assure à Dante que cela consolidera sa position et Dante rit en lisant le plan. Il informe ensuite Zéphane qu'il compte mener personnellement les soldats dans la forêt des elfes avec l'intention de capturer elfes et anges comme prisonniers de guerre. Zéphane est sidéré, doutant de la faisabilité de ce plan. Mais Dante, avec arrogance, le rassure, révélant qu'il a déjà une colonne volante profondément enfoncée dans la forêt. Il déclare qu'ils partent immédiatement, mais Zéphine tente de le mettre en garde, soulignant que cela pourrait perturber leur coordination avec l'armée rebelle d'Urza. Mais Dante, trop imbu de lui-même pour s'en soucier, le coupe et ordonne à Zéphane de se taire, de ne pas partager cette information avec l'armée rebelle d'Urza. Alors que Jean et son équipe reviennent d'une énième réunion, Rin les prend à part, exprimant ses soupçons. Kubari ne serait peut-être pas humaine. Ailleurs, on découvre les vestiges d'une armée rebelle anéantie. Au-dessus de la scène, un château plane de manière menaçante. À l'intérieur, Alfreya informe les nains et les elfes que les anges comptent rompre leur lien avec eux. Stupéfaits par la nouvelle, ils s'enquièrent curieusement de la figure monstrueuse qui se cache derrière Alfreya, mais ils n'offrent aucune explication. Alfreya lance alors une attaque contre les elfes, mais la grande aînée elfe affronte son assaut de front. Malgré tous ses efforts, son pouvoir ne fait pas le poids face au sien, et Alfreya l'emprisonne rapidement dans une prison de cristal. La force de son attaque crée un tourbillon, projetant la prêtresse elfe du château jusque dans les profondeurs de la forêt elfique. Après un certain temps, la prêtresse se réveille chez elle. Les autres elfes, sentant sa conscience, la bombardent télépathiquement de questions sur le sort des aînés. Elle les exhorte à rester calmes et leur demande de rassembler tout le monde. Elfes, fées et même les nains. Sa requête laisse les autres elfes stupéfaits, ils ne saisissent pas vraiment ce que la prêtresse Raren a en tête. L'une d'elles s'enquiert alors nerveusement des humains capturés et réalise que ce n'est pas le moment de s'en occuper, mais soudain, elle élabore un plan. La scène se déplace vers Jean et ses forces dans la forêt des elfes. Phalon rapporte qu'ils n'ont eu aucun contact avec Dante depuis la veille au matin et que sa localisation actuelle reste un mystère. Jean est sidéré que Dante se soit aventuré dans la périlleuse forêt des elfes, connaissant parfaitement les risques encourus. Kay spécule que quelqu'un a pu orchestrer cela, pointant du doigt Kubari. Il suggère qu'elle pourrait être une espionne elfe, notant la facilité avec laquelle les elfes peuvent se faire passer pour des humains en dissimulant simplement leurs oreilles. Jean commence alors à craindre qu'il n'y ait d'autres traîtres tapis au sein de l'armée rebelle d'Io, tout comme Kubari. Si tel est le cas, ils devront enquêter eux-mêmes sur la situation. Phalon se tourne ensuite vers Aslan et Saki, demandant un rapport sur leur flanc arrière. Il la rassure, tout semble normal et elle leur ordonne de défendre l'arrière à tout prix. Jean leur exprime sa confiance, rappelant qu'il faisait partie de l'unité qui a affronté Vanessa.
Puis ils avancent. Falon aperçoit des armes brisées, éparpillées et en déduit qu'elles appartiennent à l'armée rebelle d'Aya. Elle réalise qu'ils ont dû être victimes d'un cercle magique piégé, dissimulé dans les arbres. Jean pense que le piège était assez facile à éviter, mais Kai souligne que le vrai danger se trouve au-dessus d'eux. Tous lèvent les yeux et remarquent que le véritable piège est jeté sur les feuilles des arbres, juste au-dessus. Jean admet que c'est une astuce astucieuse qu'elle n'aurait pas remarqué si Kai ne l'avait pas mentionné. Kai explique qu'il avait lu des choses sur de tels pièges dans son ancien monde, mais à ce moment précis, Rin capte l'odeur d'un elfe. Le groupe suit Rin et les autres demandent à Kai s'ils sont vraiment sur la bonne voie. Kai les assure avec confiance que oui, expliquant que Rin a suivi un entraînement spécial pour détecter la magie. Elle les mène à un endroit où l'odeur s'arrête brusquement et soudain, ils sont téléportés à l'intérieur du village elfe par un sort de portail. Le groupe est choqué de se retrouver dans un endroit complètement différent. Kai réalise vite qu'ils ont marché sur un sort de portail, une technique de téléportation céleste. Alors qu'ils reprennent leurs esprits, une grande fée apparaît poursuivant un papillon. Instinctivement, Kai et les autres se préparent, sentant un danger potentiel. Mais la fée heurte accidentellement Aslan et après être tombée au sol, elle suppose d'abord qu'il est un elfe. Elle lui demande de quelle partie de la forêt il vient, mais remarque vite qu'elle ne sent aucune magie en lui. Quand Aslan révèle qu'ils sont humains, l'expression de la fée vire à la terreur et elle fonce vers le village elfe. Kay et les autres la poursuivent. Mais alors qu'ils approchent du village, les gardes elfes les repèrent et s'apprêtent à ouvrir le feu. C'est alors que Kuburi apparaît, ordonnant aux gardes de baisser leurs armes. Elle est surprise que Kai et les autres aient réussi à activer le sort de portail. Jean exige aussitôt de savoir ce qu'il est advenu de Dante et des autres. Kubari explique qu'ils sont toujours en vie, mais qu'ils ont été incapacités après avoir inhalé le pollen d'une plante paralysante. Jean exige la libération immédiate de ses camarades, mais Kubari propose un marché, elle libérera les leurs à condition qu'ils acceptent de combattre les anges pour le compte des elfes. Elle soutient que ce devrait être une tâche simple pour eux, surtout après avoir vaincu le héros des démons. Rin se méfie des intentions des elfes et se demande s'ils comptent trahir les anges. Kuburi clarifie que ce sont les anges qui ont trahi les elfes en premier, puis elle les mène à Raren. Raren les accueille, notant que c'est la première fois que des humains mettent les pieds dans le village elfe, un fait dont ils devraient être fiers. Elle se présente comme la prêtresse du village et demande s'ils sont bien ceux qui ont vaincu le héros des démons. Jean le confirme. Raren, remarquant le vêtement elfe de Jean, s'interroge alors sur la manière dont elle l'a obtenu. Jean explique qu'elle l'a pris à un groupe de démons près des frontières de la Fédération d'Urza, et que cela s'est passé il y a une décennie. Raren laisse tomber l'affaire car le vêtement n'a pas été directement volé aux elfes. Raren propose alors un contrat. En échange du retour en toute sécurité de leurs camarades capturés, elle leur demande de secourir leur grande aînée des griffes d'Alfreya. Kai est sidéré d'apprendre que le héros des Célestes, Alfreya, a capturé leur grande aînée. Raran soupire, expliquant qu'Alfreya a changé radicalement. Elle raconte qu'il était autrefois chaleureux et doux, mais que récemment, il a exigé que les elfes, les nains et les fées se prosternent devant les anges, une demande qu'il ne pouvait tout simplement pas accepter. En réponse, Raren et la grande aînée l'ont approché au nom des autres races, mais au lieu de les écouter, il a capturé la grande aînée. Elle offre de guider la mission, mais précise que la tâche de secourir l'aîné incombera à Kai et son équipe. Kai comprend vite que les elfes cherchent à éviter un conflit direct avec les anges. Falon, toujours prudente, exige une preuve que l'histoire de Raren n'est pas un piège. Elle souligne que s'ils la suivent aveuglément, leur équipe pourrait être anéantie par des embuscades, tant des elfes que des anges. Kubari, déterminé à prouver leur sincérité, offre sa vie en garantie, se portant volontaire pour les accompagner au palais des anges. Elle déclare qu'ils peuvent la tuer à tout moment s'ils suspectent une trahison, mais Falon rejette cette offre. Falon soutient que la vie de Kubari ne vaut ni les 6 leurs, ni les 20 otages qu'ils détiennent. Elle exige soit plus de vie de leur côté, soit une vie plus précieuse à parier. Raren, voyant le sérieux des requêtes de Falon, accepte de les accompagner elle-même. Kubiri déconseille immédiatement, mais Raren insiste. Elle déclare calmement que si Jean et son équipe sentent que quelque chose ne va pas, ils sont libres de lui ôter la vie. Jean accepte ces conditions, bien que Kubiri continue de mettre Raren en garde. Cependant, Raren est résolu et explique qu'en tant que leader, c'est son devoir de prendre ce risque. Ne rien faire reviendrait à accepter les anges comme maîtres, sa décision est donc finale. Raren ajoute que si les humains échouent et irritent Alfreya, sa vie sera le sacrifice parfait. Elle insiste sur le fait qu'ils doivent éviter de déclencher une guerre civile parmi les Célestes. Elle ordonne donc aux nains et aux fées qui espionnaient de se retirer et de retourner à leur poste. Une fois partie, elle invite les humains à s'asseoir, promettant d'expliquer la situation en détail. La nuit tombée, Kai monte la garde tandis que Rin dort paisiblement à proximité. Raren l'approche, intrigué par le comportement humain, se demandant pourquoi ils insistent pour rester éveillés la nuit, surtout avec le feu qui flambe, un signal clair pour toute menace potentielle.
Elle l'assure qu'elle n'a aucune intention de les attaquer pendant leur sommeil tant que le contrat n'est pas terminé et Kai est un peu soulagé de l'entendre. Raren, curieuse, dit avoir entendu dire que Kai et Rin ont vaincu le héros des démons et demande alors si cette même puissance suffira à vaincre Alfreya. Kay se demande si Raren veut qu'il tue Alfreya. Raren précise qu'ils affronteront Alfreya s'ils vont au Palais des Anges et si sa puissance, celle qui a vaincu Vanessa, ne suffit pas, ils sont tous morts. Kai comprend. Elle le prévient alors d'une détermination d'acier. S'il ose fuir le combat, elle ne le laissera pas quitter cette forêt vivant, et il le sait. Tentant de changer de sujet, Kai demande si elle connaît un humain nommé Sid, mais Raren répond qu'elle n'en a jamais entendu parler avant de s'éloigner. Laissé seul, Kai se demande si Alfreya pourrait détenir les réponses qu'il cherche, se souvenant de ce que Vanessa lui a dit sur les 4 héros qui pourraient détenir des indices sur la réincarnation du monde. Le lendemain matin, ils se préparent à entrer dans le Palais des Anges. Saki tente de contacter leur quartier général, espérant que leur message passe. Kai se tourne ensuite vers Raren, lui demandant si le Palais des Anges est bien situé, au-dessus de l'arbre près duquel il se trouve. Raren explique qu'il existe plusieurs forteresses flottantes, mais que celle considérée comme le véritable Palais des Anges est directement au-dessus d'eux. Elle active ensuite un portail pour les transporter au palais. Kai remarque aussitôt la double activation du portail, un mécanisme de défense sophistiqué. Il se demande si c'est une contre-mesure contre les humains, mais Raren rejette l'idée, affirmant que les humains sont trop faibles pour justifier de telles précautions. Ce sont les autres races qui les préoccupent. Kai n'est pas surpris par l'arrogance des Célestes, y voyant la même sous-estimation que celle des démons. Saki suspecte que la plupart des forces sont probablement stationnées aux frontières, gardant contre les menaces qu'ils jugent dignes. Raran est d'accord avec lui et elle pense que Kai a vraiment réussi à vaincre le héros des démons. Ils se téléportent au Palais des Anges et sont immédiatement frappés par une odeur nauséabonde, un mélange de chair brûlée et de décomposition. Ils voient alors des anges fumants, mais Raren évalue rapidement que ces anges sont toujours en vie. Elle est sidérée, essayant de comprendre qui a pu faire ça, tandis que Kai pense discrètement que ce chaos pourrait en fait jouer en leur faveur. Ils continuent, se téléportant à l'étage suivant, où Falon remarque leur chance d'avoir une guide elfe. Sans Raren, entrer dans un tel endroit aurait été presque impossible. Mais leur progression est interrompue lorsqu'ils sont soudainement attaqués par une ange nommée Vicious. Raren est choquée de la voir, reconnaissant qu'elle aussi s'est retournée contre eux. Vicious déclare froidement qu'elle n'est qu'une servante d'Alfreya agissant sur ses ordres. Raren demande alors si Vicious est celle qui a attaqué les anges à l'extérieur, mais Vicious répond que c'est Alfreya lui-même qui l'a fait, les punissant pour leur désobéissance. Elle révèle ensuite que l'exécution de la grande aînée des elfes est imminente, un message brutal destiné à toutes les autres races. Elles sont inférieures aux anges. Puis, alors qu'elle s'apprête à frapper, Kai contre-attaque rapidement et Falon, Aslan et Saki l'engagent dans la bataille. Falon exhorte Jean et les autres à continuer d'avancer pendant qu'ils retiennent Vicious. D'un signe de tête rapide, il se précipite. À l'étage suivant, il rencontre un chevalier ange nommé Raffaello. Rin s'avance pour l'affronter, disant au groupe de continuer sans elle. Kay espère qu'elle les rejoindra après l'avoir vaincue et ils partent. Raffaello demande alors si elle est vraiment prête à se sacrifier pour les autres, mais Rin, avec une confiance calme, répond qu'elle ne peut donner le meilleur d'elle-même que lorsque personne n'est là pour en être témoin. Ils atteignent enfin le dernier étage avant l'antre d'Alfreya. Raren commence aussitôt à désactiver les barrières séparant cette pièce de l'antre. Pendant qu'elle travaille, Jean se tourne vers Kai et s'excuse de ne pas l'avoir aidé dans son combat, mais promet de se racheter en se tenant à ses côtés dans cette bataille. Raran désactive ensuite les barrières avec succès et ils montent au sommet du château. Raren aperçoit alors la grande aînée elfe capturée qui lève les yeux choquée et surprise de les voir arriver. Alfreya apparaît alors, furieux que ces humains aient mis les pieds dans son palais. Avec une arrogance suffisante, il déclare que toutes les bénédictions descendent des cieux et sont accordées à la terre, mais que seuls les anges sont dignes d'une telle faveur divine. La scène se déplace vers Vicious qui lance une attaque sur Falon et les autres. Mais Falon contre-attaque rapidement et riposte. Vicious réalise alors que l'épée de Falon est forgée à partir d'une dent de Drake et elle remarque qu'elle a entendu dire que le pouvoir d'un Drake éclate à l'impact. Falon est surprise par les connaissances de Vicious. Vicious explique nonchalamment que les Célestes excellent à créer de tels objets magiques, il est donc naturel qu'ils le sachent. Falon rétorque que leur seigneur tente d'asservir les Célestes qui créent ces objets et elle pense qu'il doit être sacrément arrogant. Mais Vicious lui dit froidement que de simples humains ne peuvent même pas commencer à comprendre les intentions de leur seigneur. On passe ensuite à Rin combattant Raffaello. Raffaello est enseveli sous un tas de décombres, clairement stupéfait que Rin ait pu briser sa garde divine si facilement. Il reconnaît qu'elle est une vraie menace, mais Rin sait que ses attaques ne causent pas beaucoup de dégâts. Elle ne supporte pas son calme et son sang-froid, et elle pense que tous les anges sont pareils, toujours à mépriser les autres. Elle souligne que c'est probablement pourquoi les elfes, les fées, les nains leur semblent inférieurs. Alors Raffaello, curieux, lui demande à quelle espèce elle appartient, et elle répond froidement qu'elle ne sait pas et que ça lui est égal.
Tant que Kai reste à ses côtés, peu importe. Pendant ce temps, au sommet du château, Alfreya déclare qu'il est sur le point d'exécuter la grande aînée elfe. Alors, Raren se souvient soudain du temps passé avec Alfreya enfant, et elle lui dit furieusement qu'il n'a aucun droit de diriger les Célestes. Elle déclare qu'elle va le tuer et charge, mais il la frappe avec une lame rouge. Alors Kai intervient avec son porte-code pour protéger Raren, et Alfreya demande, choquée, si Kai est vraiment humain. Il demande s'il est un elfe déguisé en humain, ce à quoi Kai répond froidement qu'il n'est qu'un humain. Alfreya ne comprend pas pourquoi un humain risquerait sa peau pour un elfe, mais Kai explique calmement que si quelque chose arrive à Raren, les elfes en voudront aux humains, il est donc logique de l'aider. Alfreya lui dit, sceptique, que lui et l'elfe auraient été grillés si son jugement avait été ne serait-ce qu'un peu erroné. Il est sidéré que Kai risque sa vie pour une elfe, puis remarque quelque chose d'étrange à propos de l'arme de Kai. Kai révèle fièrement que cette épée était assez puissante pour vaincre Vanessa, le héros des démons, et qu'elle pourrait même offrir à Alfreya une place à ses côtés en enfer. En entendant cela, Alfreya est amusée et ne peut croire que le soi-disant stupide héros démon est réellement perdu face à un humain. Mais Kai riposte demandant si Alfreya est vraiment en position de traiter qui que ce soit de fou, car contrairement à lui, Vanessa n'était pas occupée à tuer les siens. Alfreya, d'un ton supérieur, déclare que ce qu'il fait avec ses subordonnés est son affaire et qu'il est le plus noble, l'étoile la plus brillante de l'existence, ajoutant qu'il n'a aucun intérêt à garder des subordonnés qui n'obéisseront pas. Jean, peu impressionné, dénonce son étroitesse d'esprit et lui tire une flèche. Alfreya parvient à bloquer l'attaque, mais est égratignée, ce qui le pousse à demander si elle comprend seulement ce que signifie manier une arme elfe. Jean, imperturbable, lui dit qu'elle n'hésite pas à sacrifier sa vie. Kai, confus, se demande ce qu'elle veut dire, mais Jean balaie la question, disant qu'elle expliquera plus tard. Pour l'instant, elle se concentre sur cet ange arrogant. Alfreya, avec dédain, déclare qu'ils ne font que gaspiller leur vie. Il sonne alors une cloche, invoquant un sort de foudre dirigé vers Jean. Mais son vêtement elfe la protège sans effort. Alfreya est visiblement choquée et Jean explique calmement que son vêtement peut gérer n'importe quelle magie, même celle d'un soi-disant héros. Alfreya est enragée et déclare impardonnable qu'un humain porte des vêtements elfes et manie des objets célestes, lançant une attaque de foudre encore plus puissante. Raren utilise rapidement la troisième forme de son objet magique pour protéger tout le monde, laissant Kai impressionné. Elle explique qu'elle ne veut rien devoir aux humains. Kai commence à élaborer une stratégie pensant que leur meilleure chance de gagner est de transformer cela en un combat à 4 contre 1. Raren réalise vite que libérer la grande aînée est la priorité absolue et elle et Kai foncent vers la grande aînée scellée. Mais avant qu'ils ne puissent aller trop loin, Alfreya leur lance une lance. Kai intervient, déviant l'attaque et remarque qu'Alfreya sous-estime sérieusement les humains. Raren tente alors d'utiliser l'un des trésors elfes pour briser le sceau de la grande aînée, mais à son grand choc, une épée précieuse ne laisse même pas une égratignure. Raren est stupéfaite et réfléchit à la bataille jusqu'à présent. Alfreya a utilisé une cloche qui invoque la foudre, une lance qui transperce facilement ses barrières, un cercueil qui scelle leur grande aînée et un bâton qui conjure une lame rouge. Elle ne peut concevoir comment il manie tous ces objets magiques simultanément, et même s'il est un héros, ça devrait lui pomper une énergie folle. Elle se demande quelle force obscure pourrait bien l'alimenter, et si cette puissance est la cause de son changement radical. Mais Alfredo, avec un calme glacial, lui dit qu'il n'a pas changé d'un iota. Il est juste ravi d'avoir une nouvelle subordonnée, une recrue de choix pour remplacer les autres célestes. C'est bon à rien. Puis, sans ciller, il invoque l'une des dernières éveilleuses, la présentant comme sa nouvelle subordonnée. Pendant ce temps, la scène se déplace vers Rin, prise dans un combat acharné avec Raffaello. Elle lance une attaque, mais il esquive sans le moindre effort. Avec une aisance déconcertante, il se demande si c'est tout ce qu'elle a dans le ventre. Mais Rin sait qu'il se retient. Il essaie alors de la frapper avec son marteau, mais cela ne fait qu'attiser sa rage. Alors elle concentre toute sa puissance dans un coup dévastateur à son visage, pulvérisant son casque en 1000 morceaux. Ailleurs, Fallon se retrouve face à face avec Vicious. Elle ordonne à Saki et Aslan de viser les ailes de Vicious, leur point faible. Ils essaient, mais Vicious esquive habilement leurs attaques avec une agilité incroyable. Puis Aslan lui lance une grenade, mais elle esquive cette saleté avec une facilité déconcertante. Mais Fallon saisit l'occasion, le moment parfait, et réussit à frapper les ailes de Vicious, sachant pertinemment qu'elles sont la source de toute sa magie. Vicious est prise de court, complètement surprise, se demandant comment Fallon a découvert son secret. Fallon révèle calmement qu'elle a eu l'info d'un type qui prétend venir d'un autre monde, un drôle de zig. Vicious admet alors sa défaite sans plus de cérémonie. Puis nous voyons que Raffaello se rend également et dit à Rin d'y aller, laissant entendre qu'elle pourrait bien être celle qui a le pouvoir de libérer le grand ancien. Rin ne peut s'empêcher de se demander s'il n'a pas laissé tomber le combat exprès, mais Raffaello reste muet comme une carpe, déclarant simplement que Vicious et lui attendaient à ce moment depuis qu'Elfreya a changé pour la première fois. C'est une longue histoire. Il l'exhorte à partir sans tarder, et alors qu'elle s'en va, nous revenons à l'autre étage, où Vicious se tourne vers Fallon et les autres, leur demandant de présenter ses excuses à ses anciens amis en son nom.
Elle veut qu'ils disent à Riren et au Grand Ancien que Vicious leur envoie ses plus plates excuses. Fallon cependant reste de marbre, imperturbable, mentionnant nonchalamment que ça lui est égal, elle s'en fiche pas mal, elle admet que Vicious l'a sous-estimé en choisissant le corps à corps plutôt que de porter le combat dans les cieux, et elle baisse ses armes, signe de non-agression. Océline et Seiki, perplexes, lui demandent si elle est vraiment d'accord avec ça, si tout va bien. Fallon explique calmement qu'elle n'a aucune intention de tuer quelqu'un qui ne se bat pas à fond, qui ne donne pas tout. Elle dit ensuite à Vicious que si elle veut vraiment s'excuser, elle devrait les emmener là où se trouve Alfreya sans plus attendre. De retour au sommet du château, Alfreya ordonne au dernier éveilleur d'attaquer Kai et ses amis. L'éveilleur déclenche une onde de choc qui projette Jean au loin, mais Rin réussit à la sauver juste à temps, de justesse. Jean riposte aussitôt, décochant une flèche sur le dernier éveilleur, mais l'attaque ne lui fait même pas une égratignure, c'est incroyable. Reconnaissante d'avoir été sauvée, Jean remercie Rin et mentionne qu'elle s'assurera que Kai et elle lui expliquent tout, absolument tout, une fois la bataille terminée. Rin hoche la tête, comprenant la situation, tandis qu'Alfreya regarde, stupéfaite, la vision de Rin complètement déconcertée, se demandant clairement ce qu'est vraiment cet être hybride, ce drôle de mélange. Kai et Rin reconnaissent immédiatement le dernier éveilleur, poussant Kai à demander à Alfreya s'il est bien le responsable de la réincarnation du monde. Alfreya, cependant, est complètement perdue, n'en a aucune idée, laissant Kai perplexe, sans voix, surtout que Vanicius semblait en savoir quelque chose. C'était étrange que quelque chose déclenche un souvenir, une réminiscence, et soudain Alfreya commence à agir entièrement, le dernier réveilleur détecte la perturbation et l'attaque sans pitié. Elle réalise que la héroïque de faisant disparaître Alfreya dans le néant comme par magie, Kai et les autres et elle le choc complètement déconcertée par ce qui vient de se passer. Kai se rappelle que quelque chose de similaire s'était produit avec Vanessa quand elle s'était souvenue de son monde passé, et alors que le dernier réveilleur s'en va, la confusion ne fait que s'intensifier, c'est un mystère. Alors qu'ils pensent que tout est fini, que c'est la fin, un pilier noir de ténèbres surgit soudainement devant eux, révélant un Alfreya complètement transformé, méconnaissable. Ses yeux sont différents. Alfreya déploie alors sa nouvelle puissance. C'est effrayant, force incroyable. Et Rin réalise que son avatar a été écrasé, remplacé. C'est terrible. Kai se rappelle que quand le monde a changé, il avait entendu Alfreya dire qu'il était en train d'être écrasé. Le seul être important au monde, la seule existence dans les cieux, le maître absolu. Un héros, dans son esprit tordu, cela justifie son plan d'incinérer tout le reste sans pitié. Il déchaîne un sort de feu dévastateur sur Kai et les autres. Et Rin bloque courageusement l'attaque, mais sa barrière se brise sous la pression, elle ne tient pas. L'explosion blesse gravement Rin et laisse aussi les autres blessés, c'est un carnage, tandis que Riren est choqué qu'Alfreya ait lancé une magie si puissante sans utiliser d'objet magique, c'est impensable. Alfreya prétend avec suffisance que ce pouvoir vient des cieux, se comparant à une étoile brillante, un astre divin. Mais Riren lui dit qu'il a tort et essaie de le ramener à la raison, de le secouer, lui disant de se réveiller et de voir que ses ailes pleurent. C'est une honte. Elle explique qu'il ne se renforce pas, il brûle sa propre force vitale, il se consume. Elle lui rappelle que les Célestes tirent de fierté de leurs objets magiques, c'est leur essence, mais il a abandonné cette fierté et prend plaisir à utiliser la magie brute. C'est une trahison. Rirn le couvre de honte, qualifiant cela de déshonneur pour le nom céleste, une infamie. Elfreya, enragée, riposte avec un rayon d'énergie, mais Riren se défend. Avec ses objets magiques, elle est prête. Le rayon réussit à briser certaines de ses barrières, mais pas toutes, heureusement. Alors Riren déclare avec confiance qu'aucun sort, aussi puissant soit-il, ne peut détruire ces 7 barrières, c'est impossible. Alfreya, imperturbable, utilise son épée pour briser les barrières restantes et taillade Riren sans pitié. Elle est stupéfaite que ses défenses se soient effondrées si facilement, c'est incroyable, et Kai intervient avant qu'Alfreya ne puisse l'achever, il la protège. Il dit à Alfreya que Riren l'admirait autrefois, gardant l'espoir qu'il retrouverait la raison, qu'il changerait. Mais Alfreya rejette froidement cela, disant qu'il n'a aucune intention de s'amuser avec les fantasmes des faibles, c'est ridicule. Kai est dégoûté par l'égoïsme qui dégouline des paroles d'Alfreya, c'est insupportable. Alfreya ricane qu'un simple humain comme Kai ne pourrait jamais comprendre, c'est impossible, mais Kai riposte, affirmant qu'il comprend parfaitement mieux que quiconque. Alfreya n'est plus la figure que Riren admirait autrefois, ni le chef des Célestes, il n'est qu'une pâle imitation, un simulacre, une ombre tordue du héros qu'il était jadis, c'est une honte. Alors Kai décide qu'il est temps d'en finir avec lui, une bonne fois pour toutes. Kai se mesure à Alfreya, réalisant vite qu'à chaque fois qu'il brise l'épée d'Alfreya, elle se régénère instantanément, c'est incroyable. C'est ainsi qu'Alfreya a réussi à percer les boucliers de Riren, c'est la clé. Son épée était constamment détruite, mais elle revenait toujours comme une blague divine tordue, c'est absurde. Alfreya appelle ça l'œuvre des dieux, déclarant qu'il n'y a plus besoin de célestes dans ce monde, c'est sa vision. Kai, tenant bon, soutient que les héros existent pour se battre pour leur peuple, c'est leur devoir. Mais Alfreya s'en fiche complètement, rejetant Kai comme un simple faible d'une race insignifiante, un moins que rien. Kai, imperturbable, jure de montrer à Alfreya l'esprit de l'humanité, forgé dans les feux de leur soi-disant faiblesse, c'est une promesse. L'épée d'Alfreya est maintenant massive et s'abat avec force, une puissance brute, mais Kai la dévie encore et encore sans faillir. Il est évident que Kai est le meilleur épéiste, mais Alfreya a un arsenal de ruses, de tours cachées.
Puis soudain, Alfreya décide qu'il n'a plus besoin de son épée, c'est une surprise, et les filles paniquent alors qu'il commence à démanteler tout le palais flottant, pièce par pièce, c'est la folie. Riren est remontée à bloc et prête à en finir avec Alfreya immédiatement, alors elle demande à Jean de lui prêter sa force, son aide précieuse. Pendant ce temps, Kai frappe le bouclier d'Alfreya et contre toute attente, il réussit à le briser, c'est un exploit, mais cela ne fait qu'enrager Alfreya davantage, et il commence à étrangler Kai, à lui ôter la vie. Kai sait qu'il est dans une situation désespérée car Alfreya ne reprend pas ses esprits comme Vanessa l'avait fait, c'est différent. Mais juste à ce moment, Jean et Riren combinent leurs pouvoirs, créant une flèche magique géante, une arme ultime. C'est un coup unique, alors Riren avertit Jean de ne pas rater sa cible, c'est crucial. Jean libère l'attaque massive, sa puissance pure est évidente alors qu'elle déchire et arrache la moitié du corps d'Alfreya, c'est terrible. Mais les filles sont maintenant complètement vidées de leur énergie, épuisées. Alfreya, enragée au-delà de la raison, hurle furieusement vers le ciel, c'est un cri de bête, mais Kai voit son moment de frapper, l'occasion parfaite. Utilisant ses bras ridiculement puissants, Kai retourne Alfreya complètement, le projette et avec un dernier coup de poing dévastateur, il l'achève, c'est la fin. Puis la puissance jaillit du corps d'Alfreya, le laissant vaincu, sans force. Il ne peut s'empêcher de voir l'ironie de son destin, c'est cruel. Celui qui prétendait planer au-dessus de tout a maintenant perdu ses ailes et est tombé sur terre, c'est la chute. Alfreya retrouve enfin ses esprits, mais c'est trop peu, trop tard. Tout s'effondre autour d'eux, c'est la fin du monde. Il crie à tout le monde de s'échapper et dit à Riren qu'il ne mérite plus son adoration, c'est fini. Alfreya dit ensuite qu'il assumera l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé, c'est sa faute, et il demande à Riren de transmettre cela aux Célestes, c'est important. Qui pense alors que cette situation a un air de déjà-vu, comme ce qui s'est passé avec Vanessa, c'est étrange, et Alfreya révèle que Sid lui avait confié un message cryptique, un secret. Sid avait parlé de quelque chose qui était censé exister, bien qu'Alfreya admette n'avoir aucune idée de ce que Sid voulait dire, c'est un mystère. Mais il était clair que Sid était profondément frustré, très en colère. Alfreya partage aussi que la cause de la réincarnation du monde était la colère, une rage profonde. Il dit ensuite à Kai qu'il le reconnaît car malgré être un humain, il a risqué sa vie pour sauver une elfe, c'est un acte noble. Alfreya croit que cet acte a déclenché le code tabou et étonnamment, il soutient Kai maintenant, c'est inattendu. Alors il l'exhorte à briser la haine qui ronge le monde, à la détruire. Ce sont les derniers deux mots d'Alfreya alors qu'il se désintègre et disparaît dans le néant pour toujours. Quelque temps plus tard, nous voyons que tous ceux qui comptent sont en sécurité. Ouf! Mais les anges se sentent plutôt inutiles, car ils n'ont pas fait grand-chose, soyons honnêtes. C'était le subordonné d'Alfreya se demander quand Alfreya a commencé à changer contre lui, et les anges expliquent le dernier réveilleur est apparu pour la première fois quand Kai a sauvé Rin, presque comme s'il l'a surveillé, c'est étrange, alors Kai a commencé à s'inquiéter pensant qu'il pourrait s'en prendre à Rin à nouveau, c'est une menace. Rin fait encore le même rêve où l'homme qui l'aide demande au dernier réveilleur s'ils étaient derrière quelque chose, c'est un mystère. Elle se réveille et serre immédiatement Kai dans ses bras qui est soulagée qu'elle ne soit pas tombée dans un coma permanent, ouf. Rin panique quand Jean surgit de nulle part comme un fantôme, mais Jean lui fait remarquer qu'elle était là depuis le début, elle n'a rien vu. Rin n'a rien remarqué car elle ne pense qu'à Kai, c'est une obsession. Jean voit les ailes de Rin et lui rappelle qu'elle doit tout savoir, absolument tout. Rin admet alors qu'elle n'est pas humaine et ne sait même pas de quelle race elle est, c'est un secret, alors Kai s'excuse de ne pas l'avoir dit à Jean plus tôt, c'est sa faute. Jean mentionne que les non-humains sont généralement brûlés sur le bûcher, c'est la loi. Mais Kai insiste, Rin est différente, c'est une exception. Elle a combattu à ses côtés contre le héros démon et a même sauvé la vie de Jean, c'est un fait. Jean ne peut nier les actions nobles de Rin et Kai promet que Rin est du côté de l'humanité, c'est une certitude. Comme toujours, Rin dit qu'elle veut juste rester aux côtés de Kai, c'est son souhait, mais admet que ça fait du bien de savoir que Jean lui fait confiance, c'est réconfortant. Jean craint que le secret de Rin ne cause des problèmes avec les autres soldats, c'est risqué, alors ils acceptent de garder le silence, de ne rien dire. Puis, les choses prennent une tournure étrange quand Jean, curieuse, veut toucher les ailes de Rin, ce qui la chatouille, c'est amusant. Jean ne peut résister et quelques temps plus tard, la chatouiller encore plus, c'est irrésistible. Pour la prochaine année, il reste Kai reste là à regarder toute la scène sans rien rebelle de cela, rendant la trêve officielle, c'est un engagement. Les humains reçoivent d'Aram des cadeaux et Jenny est stupéfaite de voir son arc brisé restauré comme par magie, c'est incroyable. Kai est également choqué par son cadeau car Riren révèle que ce sont les balles même qu'il utilisait pour annuler la magie, c'est un retour. Riren explique ensuite qu'elle a mentionné ces balles aux nains qui ont été intrigués et ont immédiatement produit tout un lot, c'est une bonne affaire. Rirn a même aidé en fondant le minerai pour eux, suggérant à Kai de les appeler les balles elfiques sacrées. C'est un bon nom. L'ancien exprime sa gratitude aux humains, reconnaissant que sans eux, les Célestes auraient été plongés dans une guerre civile brutale. C'est une catastrophe évitée. Elle suppose que les humains partent combattre les deux autres races, c'est leur mission, ce qui signifie qu'ils devront traverser les forêts célestes et auront besoin d'un guide, c'est logique. Alors l'ancien propose de fournir quelqu'un pour les accompagner, c'est une aide précieuse. Jenny est surprise par cette gentillesse inattendue et demande pourquoi c'est étrange, alors l'ancien explique qu'ils veulent Thiam découvrir ce qui a causé le changement drastique d'Alfreya, c'est le but. Il y a 10 ans, Alfreya a affronté un intrus qui s'est avéré être le héros des bêtes mythiques, Vraf, c'est une rencontre. Un ange les a vus ensemble, mais quelque chose clochait, c'était bizarre. Aucun n'avait de subordonné et il semblait qu'ils complotaient secrètement, c'est une conspiration. Peu après, le dernier réveilleur est apparu aux côtés d'Alfreya et tout a commencé à se défaire, c'est le chaos. Il est donc clair que l'ancien veut soutenir leur mission en échange de la découverte de la vérité, c'est un marché. Rirn qualifie alors l'ancien de sans pitié, réalisant que quiconque est choisi pour guider les humains est essentiellement un otage, c'est cruel.
Si l'une ou l'autre partie rompt la trêve, cette personne sera la première à en payer le prix, c'est une garantie. Elle se demande alors qui sera l'âme malheureuse pour que l'ancien la choisisse elle, c'est un coup du sort. Rire est furieuse, non pas de ne pas avoir été prévenue, mais parce que l'ancien a décidé sur le champ sans consulter personne. Rire exige de savoir pourquoi elle a été choisie, quelle est la raison, et l'ancien explique que c'est parce qu'elle n'a pas dévié d'un seul pas du côté de Kai, elle est fidèle. Rin cependant dit simplement qu'il serait ravi d'avoir Irène avec eux, c'est une bonne nouvelle, et à son grand désarroi, car la décision des anciens est finale irrévocable. De retour au quartier général, Jean informe l'armée rebelle de Baran de la trêve, c'est officiel, et Zéphine semble satisfait de la nouvelle, c'est un soulagement. Dante, d'un autre côté, a autre chose en tête, une préoccupation majeure. Maintenant que l'humanité a réussi à vaincre les démons et les célestes, ils ne seront plus sous-estimés, c'est une certitude. Cela signifie que toutes les tactiques qu'ils ont utilisées jusqu'à présent ne fonctionneront plus à l'avenir, c'est un problème. Car les esprits et les bêtes mythiques verront les humains comme une réelle menace, un danger, alors les armées rebelles doivent travailler ensemble plus efficacement que jamais. C'est une vieille connaissance de Phalon qui le loue comme un grand commandant, un vrai commandant de l'armée rebelle un peu susceptible suppose que cela signifie que Phalon ne le considère pas comme un grand commandant et commence à s'énerver, c'est un peu bête. Mais il se ressaisit vite et explique que leurs tactiques de surprise ne fonctionneront plus sur les autres races, c'est fini. Ils devront s'affronter en combat direct face à face, et pour cela, ils ont besoin d'une alliance solide avec le roi lion, c'est essentiel. Phalon décide d'aller droit au but, disant à Dante que s'il pouvait laisser tomber son ego, il pourrait devenir un leader pour toute l'humanité, un vrai chef. Dante passe rapidement ce rôle à Jean, sans hésiter, mais elle n'a aucun intérêt à assumer un rôle aussi grand, c'est trop pour elle, car tout ce que Jean veut, c'est mettre fin à la guerre des 5 races, c'est son seul but. Ailleurs, un type louche, un renard roux, rencontre l'héroïne des esprits appelée Kyoka, c'est une drôle de rencontre. Tous deux sont frustrés d'entendre parler des défaites des autres héros, blâmant leur échec sur le manque de vision. C'est une excuse, ils avaient tous deux résisté mollement au dernier réveilleur et n'avaient pas réussi à la maîtriser, c'est une erreur. Le renard roux se révèle être Wrath et les choses s'échauffent rapidement, ça va mal tourner. Kyoka accuse Wrath de mentir sur quelque chose, c'est une trahison, et Wrath déclare froidement qu'il est temps pour la race des esprits de disparaître de ce monde pour toujours. Dès qu'elle entend sa déclaration de guerre, Kyoka s'enfuit, elle prend la fuite, mais Wrath est à ses trousses, la poursuivant et lui assénant un coup de pied brutal qui la fait s'écraser, c'est violent, puis essaie de l'écraser au sol, mais Kyoka ne se laisse pas faire et se transforme en une masse d'eau entourant Wrath pour l'étouffer, c'est malin. Wrath, cependant, s'enflamme dans une aura ardente, repoussant l'eau, c'est puissant. Si cela n'arrête pas Kyoka, elle attrape Wrath et la traîne à travers la forêt comme une poupée de chiffon, c'est brutal. Puis, pour faire bonne mesure, elle projette Wrath violemment au sol, laissant un cratère derrière elle, c'est impressionnant, et il semble que Wrath soit en désavantage massif, c'est clair, mais soudain, le dernier réveilleur jaillit du dos de Wrath, saisissant Kyoka par le visage et tentant d'exécuter le code 0, c'est une embuscade. Kyoka réalise qu'elle est prise au piège, mais il est trop tard pour se libérer de l'emprise du dernier réveilleur, alors elle finit par exploser, c'est la fin. Wrath, pensant qu'elle vient de tuer Kyoka pour de bon, félicite le dernier réveilleur de l'avoir éliminé, c'est une victoire. Pendant ce temps, Kai et les autres s'enfoncent dans la forêt, surpris par la largeur des chemins, c'est inattendu. Rirn explique que ce sont des chemins utilisés par les Okura Chuchupurin, des créatures étranges. Personne ne comprend, alors Rirn clarifie qu'elle parle d'énormes hérissons qui errent dans la forêt, des géants. Ils sont rarement vus, mais ils mesurent 10 mètres de large, adorent collectionner les anneaux d'or, et pourraient facilement écraser une voiture s'ils le voulaient, c'est impressionnant. En entendant cela, Saki et les autres échangent des regards inquiets, c'est une mauvaise nouvelle. Ces hérissons pourraient être une énorme menace, un vrai danger, mais Rirn les rassure. Rin cependant n'est pas d'accord, non pas à cause des hérissons, mais parce que Rirn est assise devant Kai, c'est inacceptable. Et c'est la route la plus rapide vers le sud, alors ils doivent prendre ce risque, c'est obligatoire. Ils la font passer pour une représentante de la fondation Io pour éviter le chaos qui éclaterait. Si les humains découvraient qu'elle est en fait une elfe, c'est un secret. Rirn ajoute que ses vêtements sont enchantés de magie d'illusion, c'est très pratique, donc tant que personne ne la connaît déjà, elle apparaîtra comme n'importe quel autre humain, c'est parfait. Juste à ce moment, Jeanne appelle Kai à la radio pour un rapport de situation, et tout semble être en ordre, c'est rassurant. Elle demande à Rirn combien de temps il faudra pour atteindre la fondation Yulin, et Rirn estime qu'il devrait arriver en 3 jours s'ils maintiennent ce rythme, c'est rapide. Alors en attendant, il y a un bon endroit plus loin où ils peuvent installer leur camp pour la journée, c'est idéal. Shinji se sent soulagé que les choses se passent comme prévu, c'est une bonne nouvelle, mais Phalon remarque soudainement quelque chose d'étrange et l'appelle pour qu'elle vienne voir, c'est curieux. Ils trouvent une section de la forêt qui semble avoir été rongée par quelque chose, c'est inquiétant, et Phalon soupçonne que cela pourrait être l'œuvre d'une bête mythique, c'est possible, mais cela n'a aucun sens, c'est illogique, ils sont toujours dans la région de la fondation Io, qui est contrôlée par les elfes, c'est leur territoire. Il semble que les bêtes mythiques de retour sur le site de la bataille frontières et à envahir les restes des territoires de Kyoka. C'est une violation. Il semble bien qu'elle soit morte, bien plus dangereux, c'est une menace. Mais il n'y a pas assez de morceaux de Kyoka pour avoir pu finir le travail. Wrath décide de laisser tomber pour l'instant que Kyoka a dû s'échapper, sachant qu'il y aura d'autres occasions de tuer Kyoka à l'avenir. C'est une promesse.
Alors elle se retourne et retourne dans la forêt sans un mot et finit son tour avec le groupe placé l'attente de Jean, pendant que les filles profitent de leur moment, c'est la vie. Il sait qu'il ne peut pas les rejoindre, mais tout le monde prend un bain rafraîchissant dans la source chaude. C'est agréable, car moins de 5 minutes plus tard, Riren et Rin se disputent déjà pour savoir si le plus grand et Achelosé le meilleur ou si le plat est suprême. C'est un débat sans fin. Jean interrompt leur débat animé et demande aux deux d'écouter, c'est important. Elle a quelque chose d'important à discuter, une révélation. Elle explique qu'elle parlait avec Kai du détenteur du code et du concept de réincarnation du monde, et bien qu'ils ne connaissent pas beaucoup de détails, il est certain que le détenteur du code n'a pas été créé par des mains humaines, c'est une certitude. Jenny prévient Kai que l'utiliser pourrait être dangereux, mais Kai rétorque qu'il est bien plus imprudent pour elle de continuer à manier des armes elfiques qui drainent sa force vitale. Jenny reconnaît que ce n'est pas l'idéal, mais sans ça, elle pourrait à peine contribuer au combat, donc elle n'a aucune intention de lâcher son arme de sitôt. Plus important encore, ils doivent discuter de Last-Riser qui apparaît sans cesse au moment critique. Il a gravement blessé Alfreya et était même là quand Kai a combattu Vanessa, mais Kai n'a aucune idée de ce que c'est car il n'y avait aucune trace de lui dans sa chronologie. Et d'après ce qu'il a vu, Last-Riser semble surveiller les héros, les attaquants s'ils entendent le mot Sid et commencent à se souvenir de choses. Le MJ se demande quel genre de relation Last-Riser entretient avec les héros restants. Impossible de savoir s'il est subordonné ou hostile sans affronter le héros d'abord, alors ils devront juste continuer à combattre les héros jusqu'à pouvoir mettre fin à cette guerre raciale. De retour au présent, Raen convient que Last-Riser est une menace sérieuse, surtout qu'il a réussi à changer Alfreya et ils ne savent toujours rien de lui. Ils décident donc de rester vigilants face à Last-Riser chaque fois qu'ils affrontent un héros. Mais Green est terrifiée à l'idée de rencontrer Last-Riser à nouveau. Elle ne sait pas pourquoi, mais chaque fois qu'elle le voit, elle se sent tellement paralysée par la peur qu'elle ne peut plus bouger. John s'excuse d'avoir abordé un sujet si effrayant, mais soudain, ils ressentent un violent tremblement. Quelque chose se passe dans le camp. Puis, deux soldats sont confrontés à une bête mythique et commencent à lui tirer dessus, mais leurs balles n'ont aucun effet. Kai arrive et identifie la créature comme un behemoth, et sans hésiter, il charge et tire une balle spéciale qui parvient réellement à le blesser. Fallon le rejoint vite et ensemble, ils manœuvrent autour du behemoth, lui infligeant des dégâts. Mais ce n'est pas suffisant pour l'abattre, alors Fallon lance une grenade flash pour aveugler la bête et ordonne à tout le monde de battre en retraite. Kai est choqué que ces balles Drake modifiées n'aient pas tué le behemoth, elles étaient pourtant conçues spécifiquement pour ça. Cela mène à une réalisation glaçante, cette version de la bête mythique est plus forte que celle de son monde. Alors que les filles reviennent, Jean ordonne rapidement aux troupes de se mettre en formation pour gérer la menace plus efficacement. Il leur faut quelque chose de bien plus puissant pour l'abattre, mais ils n'ont pas d'artillerie lourde avec eux, n'ayant pas prévu d'affronter une bête mythique ici. Fallon propose de gagner du temps contre les bêtes pour que Jean puisse mettre les soldats en sécurité, mais Jean refuse de battre en retraite et demande à Kai s'il y a un autre moyen de la vaincre. S'ils doivent combattre à la fois les bêtes et les héros spirituels, ils ne peuvent pas se permettre d'être repoussés par un ennemi comme celui-ci. Kai est d'accord avec sa logique et explique que la bête a un organe magique sur son corps qui est un point faible, mais le défi est de trouver comment l'attaquer. Jean réfléchit un instant et réalise que puisqu'ils sont dans la forêt céleste, Raen pourrait utiliser le terrain à leur avantage. Ils élaborent alors rapidement un plan et commencent à attirer la bête plus profondément dans la forêt. Une fois assez proche, Fallon fait signe à Kai qui libère des spores de champignons paralysants, les mêmes que les elfes utilisent pour capturer l'équipe de Din. Les spores désorientent la bête, permettant à Rin de lancer un sort de foudre massif pour l'étourdir et Kai saute et tire à bout portant sur sa tête. Mais même après tout ça, la bête continue d'avancer, essayant d'attaquer Rin et forçant Kai à intervenir pour la défendre. Mais avant que la bête ne puisse causer plus de dégâts, Myrenne active un cercle de téléportation sous elle, l'envoyant au loin. Elle sourit alors de satisfaction en expliquant que le plan a parfaitement fonctionné. La bête est tombée dans un piège et est en train d'être réduite en cendres à l'heure qu'il est. Jenny est ravie de leur victoire, mais elle remarque ensuite que quelque chose de grave est arrivé à Kai, alors son sourire s'efface et elle se précipite pour le vérifier. Rin se tient au-dessus de Kai, les larmes coulant sur son visage. Il a subi une grave blessure à l'épaule quand il est intervenu pour la protéger plus tôt, alors elle se blâme pour qu'il soit blessé. Kai explique alors que la bête pouvait toujours sentir la magie, alors quand Rin a lancé son sort, elle l'a ciblé et a essayé de l'éliminer. Et il n'y avait aucune chance qu'il reste là à laisser ça arriver. Donc sa blessure était inévitable. Rin déteste voir Kai comme ça, il souffre clairement beaucoup, mais il est toujours plus préoccupé par son bien-être que par le sien. Alors je lui demande si elle va bien. Rin l'assure qu'elle n'est pas blessée et Kai est soulagé de l'entendre. Même s'il est loin d'être en pleine forme, Jean et Rarin arrivent alors rapidement et l'aident à le soigner et ils parviennent à ramener Kai au camp pour un traitement approprié. Mais pendant qu'il est inconscient, il fait un rêve étrange. Dans celui-ci, une voix mystérieuse dans la forêt l'appelle, l'exhortant à se réveiller et à venir à elle en tant qu'enfant choisi par le destin, celui qui a touché au code tabou. Kay se réveille soudainement, réalisant qu'il n'était pas le seul à avoir entendu la voix. Jenny a fait le même rêve, il reconnaît la voix et sait que l'endroit où elle l'appelait se trouve quelque part dans la forêt elfique.
Avec ça en tête, Kai demande à Riren de les guider là-bas pour qu'ils puissent enquêter. Dehors, Aslan et Saki faisaient leurs bagages, prêts à prendre la route. Mais Aslan reçoit alors un message du groupe disant que leurs plans ont changé et que tout le monde devrait attendre leur retour de mission. Alors Saki, désireuse de profiter au maximum de cette courte pause, décide de passer un peu plus de temps dans la source chaude. Pendant ce temps, le groupe s'enfonce plus profondément dans la forêt, Riren en tête. Elle n'a aucun problème à les emmener au bâtiment que Kai a vu dans son rêve, mais elle ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial. C'est juste une vieille statue de pierre et elle l'avait visitée il y a quelque temps par curiosité pour les structures humaines. Jean est choqué qu'une structure comme celle-ci, si loin d'ici, ait pu être faite par des humains. Mais Riren confirme qu'elle n'a pas été créée par les Célestes et que la seule autre race capable de construire serait les humains. Kai réalise que le bâtiment doit être un mégalithe, bien qu'aucun des autres ne reconnaisse le terme. Il explique qu'il y en avait plusieurs dans son ancien monde, bien qu'on les appelait des cimetières. C'étaient des bâtiments spéciaux conçus pour sceller d'autres races, mais dans ce monde, personne ne semble les connaître. Le détenteur du code était caché dans l'un d'eux. Alors qu'ils arrivent au mégalithe, une voix les invite à entrer. La voix les rassure, disant qu'il n'y a rien à craindre, à part le fait que c'est une voix désincarnée, ce qui est déjà pas mal. Elle affirme que c'est le centre du monde, et en tant qu'élus du destin, ils sont les bienvenus. Mais Riren, qui n'entend pas la voix, demande ce qui se passe, et Kai est surpris qu'elle n'ait rien entendu. Rin entre disant que la voix venait de l'intérieur, et Kai dit à Riren de monter la garde dehors un moment pendant que les autres entrent. À l'intérieur, Kai remarque que la structure ressemble au cimetière, et Rin sent une forte puissance, quelque chose d'apparenté à la magie. Elle remarque que cette puissance ressemble exactement à la sienne. Ils continuent dans le couloir et trouvent une grande pièce. Devant eux se dresse une statue, et Jean se demande si c'est celle que Riren a mentionnée. En la voyant, elle spécule que ce pourrait être un ancien temple. Mais Kai est incertain, bien que quelque chose dans la statue lui semble familier. Soudain, la voix revient, les saluant comme les enfants aimés du destin, et il se demande d'où elle vient. La voix révèle qu'elle est juste devant eux, et ils réalisent qu'elle émane de la statue. La voix les rassure de ne pas avoir peur, disant qu'elle est actuellement impuissante. Jean, toujours prudente, demande qui elle est. La voix explique qu'elle est un être du monde où la guerre des 5 races a pris fin, et qu'elle attend l'arrivée de quelqu'un qui pourra prendre la place de Sid dans ce nouveau monde. Kai est choqué qu'elle connaisse Sid, mais elle répond calmement qu'elle le connaît mieux que lui. Perplexe, Kai s'approche, essayant de tout assembler. Puis, soudain, il remarque que la figure ressemble étrangement à la personne qui était avec Sid sur le portrait, et il réalise qu'elle est la déesse prophétique. Elle le confirme, disant que les humains l'appelaient Arsula Salaka, la déesse priante qui pouvait voir l'avenir. Jean est déconcerté, tandis que Kai se souvient qu'il avait parlé plutôt de Sid, celui qui a vaincu les 4 héros et mis fin à la guerre des 5 races. Sid était appelé un prophète parce qu'il avait reçu un message divin, et Arsula Salaka était la déesse qui lui avait donné cette prophétie et l'épée brillante. Kai admet que c'est difficile à croire, il savait qu'un humain nommé Sid existait, mais il a toujours pensé que la déesse prophétique n'était qu'un conte de fées. La déesse prophétique déclare que les humains l'ont adorée pendant des siècles, et c'est pourquoi lorsque la guerre entre les 5 races a éclaté, elle a créé le détenteur du code pour protéger l'humanité. Kai se souvient soudain de la voix qu'il a entendue quand il a sorti le détenteur du code et réalise que c'était elle depuis le début. Elle est ravie qu'il se souvienne et dit qu'elle est heureuse que dans un monde sans Sid, ce soit lui qui ait reçu le détenteur du code. Jean demande à la déesse ce qu'elle attend d'eux et la déesse déclare qu'elle a une prophétie pour eux. Elle explique que c'est tout ce qu'elle peut offrir maintenant, car elle a utilisé tout son pouvoir pour créer le détenteur du code, ce qui l'a rendue incapable d'empêcher la réincarnation du monde. Kai demande ce qu'est réellement la réincarnation du monde, et elle répond que même elle ne la comprend pas entièrement, mais elle sait que le monde a été réécrit par une fausse histoire. Et à cause de la réincarnation du monde, l'existence de Sid a été effacée et une fausse réalité a pris sa place. Jean est incrédule, arguant que les humains se battent dans ce monde depuis des décennies. Elle se demande si la déesse insinue que tous leurs efforts ont été vains. La déesse clarifie que c'est tout le contraire. La réincarnation du monde a inversé le destin du monde, mais cette inversion est encore incomplète. Alors Jean demande, perplexe, à quoi ressemblerait le monde s'il était entièrement inversé. Kay spécule que les humains auraient été anéantis. Et la déesse le confirme, disant qu'il a raison. Mais dans ce monde, les humains ne sont pas éteints, et c'est grâce à ses efforts. Les humains ici sont en train de renverser la vapeur. Et c'est pourquoi leurs luttes sont la seule vérité dans ce faux monde. Jean est soulagé d'entendre cela, et la déesse lui dit qu'elle a une mission, corriger ce monde. Elle demande à Jean de prendre la place de Sid et de devenir la nouvelle héroïne de l'humanité, mais Jean demande, déconcerté, pourquoi la déesse l'a choisie elle. La déesse dit qu'elle a veillé sur ce monde pendant longtemps, témoin de la façon dont les humains ont été opprimés par les 4 races, et parmi eux, seuls quelques-uns ont le potentiel de remplacer Sid, et Génie en fait partie. Elle note aussi que Kai aurait pu être un candidat puisqu'il a vaincu le héros des démons, mais sa force est son seul trait qualificatif, et elle ajoute que Kai n'était pas censé être dans ce monde au départ, c'est pourquoi elle a choisi Jean comme la plus appropriée. Jean demande ce qu'elle est censée faire, et la déesse répond que rien n'a changé, elle doit mener ses partisans au combat comme toujours.
Elle dit à Jean de vaincre les héros des 4 races et le dernier Riser, et une fois qu'elle l'aura fait, le monde sera restauré. Qui demande si la déesse sait ce qu'est réellement le dernier Riser, mais elle admet que non. Cette étrange entité n'existait pas dans l'histoire originale. Jean demande alors ce qui se passera après qu'ils auront vaincu les héros des 4 races et le dernier Riser. La déesse dit que cela dépend de la profondeur de l'affectation du monde par la réincarnation. Personne ne peut déterminer à quel point le monde a été réécrit et il est incertain s'il reviendra à son état original ou restera tel quel après la victoire des humains. Elle leur dit ensuite qu'ils découvriront la réponse en temps voulu, mais pour l'instant, ils devraient se concentrer uniquement sur la victoire de la guerre. La déesse exprime également de grandes attentes pour Kai et Rin et les exhorte à aller de l'avant et à devenir les nouveaux héros de l'humanité. Ils commencent tous à partir, et en sortant, Kai remarque que quelque chose tracasse Rin et lui demande si quelque chose ne va pas. Rin dit qu'elle ne pouvait pas dire si la voix était dangereuse ou non. D'une certaine manière, elle était réconfortante, mais elle lui donnait aussi un mauvais pressentiment. Kay la rassure, disant que ça devrait aller parce que si la voix appartenait à celle qui a créé le détenteur du code, elle ne devrait pas être une ennemie de l'humanité. Ils sortent ensuite du bâtiment et Riren demande ce qui leur a pris si longtemps. Il s'excuse et elle se demande si quelque chose s'est passé. Mais Jean écarte l'idée, disant qu'ils ont juste trouvé une étrange statue de pierre. Elle suggère de rentrer et alors qu'elle et Kai avancent, Rirn aperçoit un arbre à fruits de sauge d'hiver et demande à Rind de cueillir quelques fruits. Elle explique que c'est une médecine spirituelle qui peut guérir n'importe quelle blessure. Pendant ce temps, Kai dit à Jean de ne pas trop s'inquiéter de son nouveau titre, promettant qu'il restera avec elle jusqu'à la fin. Il déclare qu'ils mettront fin à la guerre des 5 races et qu'il fera tout ce qu'il faut pour que cela arrive. Jean est d'accord, disant que la prophétie n'a pas vraiment d'importance, ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. En entendant cela, Kai remarque que Jean est la même dans ce monde que dans son ancien. Jean a toujours du mal à croire qu'il puisse y avoir un autre monde en dehors de celui-ci. Elle lui demande quel genre de relation ils avaient dans son monde, et il répond qu'ils étaient collègues et amis d'enfance. Alors Jean se demande s'il aimerait être ami avec elle dans ce monde aussi. Kai est d'accord mais ajoute qu'il ne pense pas que cela changera quoi que ce soit entre eux. Jean rit pensant qu'il est le seul que l'idée de devenir ami avec elle ne dérange pas. Juste à ce moment, Riren et Rin les rejoignent, portant les fruits de sauge d'hiver. Plus tard, on les voit voyager en voiture et Riren a préparé une sorte de jus pour Kai avec les fruits qu'elle a cueillis plus tôt. Rin ne veut pas que Kai le boive parce que le jus sent affreusement mauvais et elle craint qu'il ne meure en buvant un truc aussi immonde. Rin insiste que non en prenant une gorgée elle-même pour prouver son point. Mais le goût est si terrible qu'elle le vomit immédiatement. Ah, la médecine, c'est pas toujours un délice. Essayant de sauver la face, Riren soutient que plus c'est mauvais, plus les effets sont puissants et elle en sert à Kai. Rin l'exhorte à nouveau à ne pas le boire mais il s'exécute quand même. Alors qu'il le fait, Jean annonce qu'ils approchent de la frontière de la fédération de Yulin et avertit tout le monde de rester vigilant. Sakavan regarde par la fenêtre, cherchant tout signe de l'ennemi. Elle aperçoit un étrange bâtiment triangulaire, et d'après sa description, Kai devine que ce pourrait être l'un des cimetières. Il décide donc de s'arrêter et d'enquêter. Jean se souvient alors que ce sont les types de bâtiments où les 4 races étaient autrefois capturées dans le monde de Kai. Kai croit donc que ce cimetière est l'endroit où la race des esprits a été scellée, mais soudain, Rin les alerte qu'ils sont encerclés. Des créatures visqueuses commencent à tomber du ciel, incitant tout le monde à prendre position de combat. Ils ouvrent le feu sur les esprits visqueux, mais leurs armes ont peu d'effet. Jean ordonne alors rapidement à tout le monde de battre en retraite vers les véhicules, bien que Falon continue de se battre. Kay se déplace pour la soutenir, soulignant que la seule façon de détruire les esprits est de brûler leur corps. Mais malgré cette connaissance, ils sont incapables d'agir car ils manquent des armes appropriées. Juste à ce moment, des soldats armés de fusils incinérateurs arrivent et commencent à brûler les esprits. Il devient clair qu'il s'agit de l'armée de résistance de la fédération de Yulin. Alors que les esprits restants fusionnent en une seule entité massive, le chef de la résistance la détruit rapidement puis s'approche, demandant si les membres de l'armée rebelle d'Uruza sont indemnes. Le chef nommé Balmung demande ensuite à Falon si elle va bien et commente que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il salue Jean également et elle le remercie lui et ses troupes pour leur sauvetage opportun. Balmung les félicite ensuite pour leur courage face aux esprits. Falon essaie de s'éclipser de la conversation mais Balmung l'arrête, disant qu'il n'a pas fini de parler. Falon dit qu'elle connaît sa tendance à trop parler et lève les yeux au ciel tandis que ses propres soldats ricanent à ses dépens. Juste à ce moment, Rin les avertit que les esprits rôdent toujours et soudain, les esprits les encerclent avec une bulle faite de leur propre corps. Les soldats tirent sur la barrière mais leurs armes n'ont aucun effet. Kai essaie d'utiliser une de ses balles spéciales mais elle ne parvient pas non plus à percer. Raran souligne que la situation devient problématique et elle mentionne qu'ils ne savent pas comment la magie elfique pourrait affecter les esprits. Alors elle hésite à l'utiliser mais cela donne une idée à Kai. Il dit alors à Jean qu'il va créer une ouverture et lui demande de percer avec tout le monde en un seul mouvement rapide. Ils remontent tous dans les voitures et Kai tire à travers le toit ouvrant visant la barrière spirituelle. Le tir crée une brèche et ils parviennent à s'échapper. Il s'avère que Kai a utilisé des balles que les nains lui avaient données et il est stupéfait par leur puissance. Balmung est impressionné et commente que Jean semble avoir un excellent subordonné, mais elle le corrige disant que Kai est son ami, pas seulement un subordonné. Elle suggère ensuite qu'ils commencent leur réunion stratégique et Balmung est d'accord, bien qu'il mentionne vouloir faire un arrêt d'abord.
Ils arrivent à un lac et Balmung explique qu'ils sont venus ici à l'origine pour enquêter sur cette zone. Il note que ce sont les plaines de Grand Arc et qu'il n'y avait pas de lac ici avant. Rin les informe alors que ce n'est pas du tout un lac, c'est en fait un esprit. Alors qu'ils regardent, l'eau commence à bouger et à se transformer, se révélant être Kyoka, l'héroïne des esprits, et avec un regard maléfique, elle déclare qu'ils sont sur son chemin. Kyoka tire alors un jet d'eau à haute pression sur Kai, le forçant à sauter hors de son chemin, évitant de justesse d'être anéanti en un seul coup. Puis, sans hésitation, Kyoka transforme l'eau en un mur de destruction massif, écrasant l'un des véhicules. Ne voyant pas d'autre option, Kai passe à l'offensive, utilisant son épée pour trancher Kyoka en deux. Et pour s'assurer qu'elle reste à terre, il ordonne aux soldats de Balmung de déchaîner toute leur puissance de feu et ils enflamment immédiatement le haut du corps de Kyoka. Cependant, Kyoka ne bronche presque pas, et au lieu de lutter, elle absorbe le feu et reforme rapidement son corps. Calmement, elle prend une profonde inspiration, ce qui pousse Kai à réaliser qu'elle est sur le point de faire quelque chose d'énorme, alors il crie à tout le monde de reculer, et puis Kyoka déchaîne un mur de flammes colossal. Kai sort rapidement le détenteur du code pour bloquer l'attaque, sauvant tout le monde. Curieusement, Kyoka semble reconnaître le détenteur du code, bien que ce soit sa première rencontre avec Kai. C'est aussi étrange puisque les esprits ne sont pas censés parler, mais dès que Kyoka commence à se remémorer des souvenirs, cela déclenche les capteurs de Last Riser. Maintenant conscient que Kyoka a pris contact avec le détenteur du code, Last Riser est sur le point d'agir. De retour sur le champ de bataille, Kai est certain d'avoir entendu quelqu'un parler, mais les esprits ne peuvent pas parler, du moins c'est ce qu'il pensait, alors il essaie confusément de comprendre quand Kyoka l'interrompt, exigeant de savoir pourquoi il possède le détenteur du code, un artefact destiné à un humain spécifique. Mais Kai, toujours aux prises avec le choc d'entendre son esprit parler, même si elle est l'héroïne des esprits, la presse pour obtenir des informations. Alors il demande si elle fait référence à Sid. Kyoka n'était pas entièrement sûre au début, mais une fois que Kai mentionne le nom de Sid, ses souvenirs affluent. Elle se souvient alors avec une clarté parfaite à quel point elle méprise Sid, le considérant comme l'ennemi ultime de tous les esprits. Pourtant, en même temps, elle admet que Sid l'a rendue plus sage qu'elle ne l'était auparavant. Kyoka avait appris à parler la langue humaine juste pour pouvoir comprendre les paroles de Sid pendant qu'il l'enfermait. La réincarnation n'était que le prélude à une catastrophe bien plus vaste. Kai avait encore 1000 questions, mais avant de les poser, il voit le portail de Last Riser s'ouvrir derrière elle. Comme par magie, Last Riser apparaît, saisit la tête de Kyoka et s'apprête à exécuter le code 0, prévoyant d'effacer Kyoka de l'existence, juste pour avoir mentionné ce nom. Mais Kyoka n'est pas novice face à Last Riser, alors elle se libère sans effort de son emprise et riposte. Réalisant qu'il ne peut pas réussir son attaque furtive habituelle, Last Riser abandonne et bat en retraite. Une fois partie, Kyoka reforme son corps et atterrit. Elle continuerait à combattre les humains, mais elle en a assez pour aujourd'hui, alors elle leur dit nonchalamment qu'elle a fini. Mais Balmung n'y croit pas et il est immédiatement méfiant, l'accusant d'essayer de les piéger. Mais Kyoka le traite alors d'idiot et dit qu'elle propose un cessez-le-feu. Balmung crie que c'est elle qui a commencé le combat, mais Kyoka hausse juste les épaules, affirmant que c'était un malentendu. Elle pensait qu'il lui tendait une embuscade pendant qu'elle se régénérait, mais Kai se demande, perplexe, de quoi Kyoka se remettait au juste. Alors Kyoka explique qu'avant, elle avait combattu Wrath et que ce combat avait été brutal. Mais elle admet que Wrath n'était pas un problème aussi grave que Last Riser. Elle se souvient que Sid avait un jour appelé le monstre Last Riser et souligne que si la plupart des héros se battent pour le bien de leur propre race, Last Riser n'appartient à aucune race. C'est ce qui le rend si dangereux. Elle le décrit comme la haine pure incarnée, un ennemi de toute vie, et insiste sur le fait qu'ils doivent trouver un moyen de l'arrêter. Balmung est sceptique face aux paroles de Kyoka, voyant toujours les esprits comme des ennemis après des années de bataille. Cependant, Jean intervient, l'assurant que Kyoka dit la vérité. Elle souligne que Last Riser est une menace bien plus grande, ayant attaqué non seulement les humains, mais aussi les démons et les célestes. Elle soutient donc qu'un cessez-le-feu bénéficierait à toutes les races. Balmung est réticent. Après si longtemps à combattre les esprits, il trouve difficile d'imaginer coexister avec eux, mais Ji-eun lui rappelle qu'elle a déjà négocié des accords de cessez-le-feu avec les démons et les célestes. Bien qu'elle n'ait pas l'intention de leur pardonner leur oppression de l'humanité, ces pactes de non-agression sont cruciaux pour éviter de nouvelles pertes. Donc, à son avis, accepter l'offre de Kyoka est la décision intelligente. Finalement, Balmung cède et accepte la trêve avec les esprits, et n'ayant plus de raison de rester, Kyoka annonce qu'elle s'en va. Mais avant qu'elle ne parte, Kai lui demande où elle va. Alors Kyoka désigne la pyramide noire au loin, expliquant qu'elle se souvient du cimetière, l'endroit où elle a rencontré Last Riser pour la première fois. Après la disparition de Sid, Last Riser est apparu, suscitant des réactions mitigées chez les héros. Vanessa le méprisait, Alfreya était dégoûtée et Kyoka elle-même était prudente, bien qu'indifférente à l'époque. La seule à avoir embrassé Last Riser était Wrath, et ils travaillent ensemble depuis. Kai, curieux, demande si l'alliance de Wrath avec Last Riser est pour gagner du pouvoir, mais Kyoka secoue la tête, confiante que Wrath, trop fier pour compter sur la force des autres, a un but au-delà de la simple victoire dans la guerre des races. À présent, Jean et les autres sont prêts à explorer le cimetière.
Kyoka demande l'aide de Kei, sachant qu'il connaît bien ce genre de structure. Il les mène à l'entrée identique au cimetière démoniaque qu'il avait exploré dans la fédération d'Uruza. Et puis ensemble, ils se dirigent vers la chambre où Kai avait autrefois trouvé le détenteur du code. Kai s'approche du piédestal au centre de la pièce et dès qu'il commence à l'inspecter, le détenteur du code réagit et un message enregistré de Sid est diffusé. Dans le message, Sid s'excuse de son échec, il n'a pas pu protéger Rin. Il laisse donc une dernière requête à quiconque détient le code maintenant, atteindre l'endroit qu'il n'a pas pu. À la fin du message, le détenteur du code projette une lumière vive sur le mur et en un instant, un portail s'ouvre, entraînant Kai et le reste du groupe. Ils se retrouvent soudain sur la mystérieuse plateforme où Kai avait autrefois trouvé Rin. Balmong et Fallon sont mal à l'aise, sentant que cela pourrait être un piège, alors ils demandent à Kai ce qui se passe, mais il n'a aucune réponse. Bien qu'il soit déjà venu ici, il n'a jamais eu l'occasion de découvrir la vérité derrière cet endroit. Sans réponse immédiate, rester immobile ne servira à rien, alors Kyoka prend les devants, sentant une puissante source d'énergie au loin. Le groupe suit Kyoka, arrivant finalement sur une autre plateforme où il tombe sur quelque chose d'inattendu. Une statue d'Alfreya. En y regardant de plus près, Riren sent de la magie émaner de la statue. Elle réalise que ce n'est pas juste une statue, c'est la vraie Alfreya, piégée sous un sort de pétrification. Riren pense pouvoir briser le sort si on lui donne assez de temps pour étudier. Cependant, Balmung, toujours méfiant quant au cessez-le-feu, y voit une occasion de détruire l'héroïne céleste pendant qu'elle est vulnérable. Mais Riren intervient rapidement, empêchant Balmung d'agir. Et pendant qu'ils se disputent, Kyoka examine Alfreya elle-même. Elle détermine que ce n'est pas une pétrification ordinaire. L'apparence de pierre n'est que superficielle. Il semble plutôt qu'Alfreya ait été figée sur place, probablement à cause des effets du code 0. La présence du corps scellé d'Alfreya soulève encore plus d'inquiétude, mais les choses prennent une tournure dangereuse lorsque l'Astriser réapparaît. L'Astriser, détectant alors des intrus, annonce un protocole de défense pour sécuriser le corps scellé d'Alfreya. L'Astriser scanne ensuite le groupe et identifie rapidement 3 individus positifs au mot tabou Stid. Pour l'Astriser, ils sont une priorité à détruire, tandis que les autres sont jugés insignifiants, alors sans hésitation, il téléporte ceux jugés sans importance. Rin panique, s'inquiétant pour les autres, mais Kai la rassure, arguant que puisque l'Astriser les a exclus du protocole de destruction, il les a probablement juste renvoyés au cimetière. D'après ce que l'Astriser a dit, Kai réalise qu'il cible quiconque a des souvenirs de Sid, considérant leur existence comme une menace pour son plan. Sachant cela, il n'y a pas d'autre option que de se battre. Pendant ce temps, Jean et les autres ont été téléportés dans des champs à l'extérieur du cimetière, alors Jean, déterminé, commence immédiatement à revenir, avec l'intention de rentrer dans le portail pour aider Kat. Mais Balmung remet en question sa détermination, doutant qu'elle puisse avoir une chance contre une créature aussi formidable. Jean admet qu'elle n'est pas sûre de pouvoir faire la différence, mais révèle qu'elle a un dernier recours, un qui pourrait changer la donne. Rirn réalise que Jean compte puiser dans toute la puissance de son équipement elfique et l'avertit que cela raccourcirait considérablement sa durée de vie. Cependant, le portail s'est déjà refermé, il n'y a donc aucun moyen pour Jean de retourner dans cette dimension pour l'instant. Alors Jean demande, frustré, ce qu'elle devrait faire. Riren suggère qu'ils ont besoin d'un plan solide avant de se précipiter à nouveau et Balmain est d'accord, ajoutant qu'ils devraient se préparer minutieusement avant d'affronter l'Astriser à nouveau. Rirn a une idée qu'elle aimerait essayer, mais elle aura besoin d'aide pour la concrétiser. De retour au combat, Kai, Riren et Kyoka continuent leur lutte désespérée contre l'Astriser. Kyoka lui lance une puissante explosion d'eau, mais l'Astriser efface l'eau sans effort en utilisant le code 0. Saisissant la distraction, Kai tente une attaque mais parvient à peine à le griffer. Pendant que Kai occupe l'Astriser, Kyoka se rapproche de Rin, lui demandant pourquoi elle apprécie le combat. Rin admet qu'elle veut aider, mais est paralysée par la peur. L'Astriser la terrifie au point qu'elle ne peut même plus bouger. Kyoka, réalisant qu'il n'y a pas de temps pour la convaincre, décide d'utiliser la magie de Rin à la place. Alors elle absorbe une partie de l'énergie de Rin par sa main, fortifiant ses propres capacités. Et une fois que Kaya crée une brève séparation avec l'Astriser, Kyoka saisit l'occasion et elle enferme l'Astriser dans la glace puis le brise en morceaux. Kaya est étonnée par la puissance brute de Kyoka. Son attaque de glace semblait assez mortelle pour en finir avec l'Astriser pour de bon. Cependant, à la surprise générale, l'Astriser émerge d'un portail entièrement restauré. Kaya trouve bizarre que l'Astriser puisse se remettre si facilement d'un coup apparemment fatal, surtout quand il avait battu en retraite si vite lors du précédent combat avec Kyoka et Vanessa. Cela amène le groupe à soupçonner que la capacité de l'Astriser à se régénérer est liée à sa présence dans cette dimension. Kyoka, réalisant maintenant qu'ils doivent s'échapper, demande à Kai s'il y a une issue. Il explique que la dernière fois qu'il s'est échappé, il a utilisé le détenteur du code pour ouvrir une brèche dans la dimension. Bien que Kyoka ne soit pas enchanté de devoir compter sur le détenteur du code, cela semble être leur seule option. Puis, avant de partir, Kyoka attrape Alfreya, ce qui fait paniquer l'Astriser. Il est donc clair qu'Alfreya est une cible hautement prioritaire. Alors Kyoka élabore un plan pour utiliser Alfreya comme appât afin d'attirer l'Astriser hors de la dimension. Le groupe commence son évasion, Kyoko lançant du feu sur l'Astriser pour le ralentir. Cependant, l'Astriser ne fait que leur renvoyer le feu.
Mais Kai intervient, utilisant le détenteur du code pour bloquer l'attaque, et ce faisant, il ouvre involontairement une brèche dans la dimension. Et sans hésitation, ils sautent tous à travers, Lastriser les poursuivant frénétiquement. Puis, une fois de retour dans le monde réel, Kai utilise le détenteur du code pour affaiblir Lastriser. Alors Kyoka saisit l'occasion et foudroie Lastriser avec un puissant sort de foudre, le réduisant à un simple tas de cendres. Pendant ce temps, à la forge improvisée, Riren travaille furieusement. Elle fabrique des armes améliorées, sachant que les balles humaines sont inutiles contre Lastriser. Soudain, un grand boom résonne du cimetière, laissant tout le monde se demander ce qui se passe. Juste quand Kai et Kyoka pensent que c'est fini, ils sont témoins de quelque chose d'horrible. Un tentacule s'étire du portail et traverse toute la plaine. Rirn se fige, sentant une vague d'énergie magique écrasante. C'est Lastriser, mais une version plus puissante. C'est la forme qui avait emprisonné Rin dans la dimension avant que Kai ne la sauve. Il est bien plus fort qu'avant et il déclare son intention de les effacer de l'existence. Kay se demande alors si Rin va bien en le voyant et l'esprit de Rin se remémore Sid se battant pour la protéger avant qu'elle ne soit capturée. On voit Sid affronter le Lastriser, exigeant de savoir s'il est responsable du chaos. Pendant le combat, le Lastriser parvient à blesser Sid, ce qui mène à la capture de Rin. Rin, toujours hantée par ce souvenir, dit à Kai qu'elle ne veut plus être seule, et Kai jure qu'il ne laissera pas cela arriver, il restera à ses côtés, quoi qu'il arrive. Plus tard, nous voyons la même déesse qu'avant s'excusant auprès de Sid. Elle admet qu'elle aurait préféré rencontrer Kai dans d'autres circonstances. Pendant ce temps, Kai est en plein combat avec le Lastriser et Kyoko le rejoint, l'assistant avec sa magie. Cependant, le Lastriser bloque leurs attaques et tente de capturer Kyoko, l'enfermant dans une étrange barrière. Mais avant d'être complètement piégé, Kyoko utilise l'une de ses compétences pour téléporter Kai, Rin et la statue d'Alfria en sécurité, tandis qu'elle-même se retrouve scellée à l'intérieur de la barrière. Alors, le Lastriser piégé tente d'effacer le code de Kyoka de l'existence, mais à l'intérieur de la barrière, Kyoka réalise le danger qu'elle court, libérant toute sa magie et lançant un puissant sort appelé Miroir de lumière universelle, entraînant une explosion massive. Au cimetière, Jean et Balmoon ressentent les ondes de choc de l'explosion et quelques instants plus tard, la statue d'Alfreya s'envole du cimetière et atterrit devant eux. Jean, reconnaissant alors l'urgence de la situation, ordonne à Balmoon de prendre le commandement pendant qu'elle se précipite dans le cimetière. Pendant ce temps, nous voyons Rin s'occuper de Kai qui se réveille bientôt. Il est révélé que Rin les avait protégés en lançant une puissante barrière, puis Kai, encore un peu étourdi, se demande si tout cela était l'œuvre de Kyoko et Rin suppose qu'il pourrait avoir raison. Jean, remarquant alors que les deux sont en sécurité, pousse un soupir de soulagement et essaie de les approcher. Mais Kai et Rin réalisent alors quelque chose de terrifiant. Le Lastriser est toujours en vie, même s'il a été mis en pièces. Le Lastriser se régénère rapidement, forçant Kai et Rin à tenter de s'échapper du cimetière. Cependant, le Lastriser s'envole soudainement, capturant Rin. Il détecte une perturbation significative du monde tabou en elle, reconnaissant que son influence sur le nouveau monde a atteint un niveau dangereux. Mais avant que la créature ne puisse agir, Rin déchaîne un puissant sort de foudre, se libérant de son emprise. Le Lastriser essaie de l'attaquer à nouveau, mais Kai intervient, refusant de laisser cette maudite chose la toucher. Il le frappe avec son épée, mais la barrière du Lastriser dévie l'attaque. Balmoon se joint à la mêlée, attaquant la créature, suivi de Fallon, mais même avec les trois travaillant ensemble, il ne semble pas pouvoir percer la barrière. En désespoir de cause, Balmung lui lance une grenade et Fallon frappe avec son épée. Les soldats ouvrent également le feu, mais rien ne semble suffire à abattre le Lastriser pour de bon. Nous voyons ensuite Jean se préparer à tirer la flèche de flamme spirituelle, une arme que Riren avait fabriquée. Rirn avertit Jean de ne pas rater son coup, car c'est la seule flèche qu'elle a réussi à créer. Elle explique que la flèche a absorbé tellement de chaleur et de magie qu'elle brûlera pour l'éternité. Jean vise et lâche la flèche, frappant le Lastriser en pleine tête. La flèche absorbe la chaleur ambiante, déclenchant une explosion massive. Une fois la poussière retombée, le Lastriser s'écrase au sol, sa tête séparée de son corps. Malgré cela, Balmung avertit tout le monde de ne pas baisser la garde. Ils n'ont aucune idée de ce que cette chose pourrait encore faire. À leur horreur, le Lastriser décapité commence à marmonner des charabia, comme s'il récitait un sort. Soudain, un trou noir, étrangement similaire à celui qui avait initialement amené Kai dans ce monde, apparaît. Tout le monde se déplace pour encercler le Lastriser, mais il déclenche un second niveau de changement dans la réincarnation du monde, initiant une annulation du héros le plus fort. Du trou noir, une épée ressemblant au détenteur du code émerge, puis le Lastriser se transforme en Sid et brandit l'épée, et cette merde laisse Kai stupéfait. Ailleurs, nous voyons Ra fulminer, reconnaissant que l'erreur de Ced a dévié leur destin. Mais elle refuse de se rendre, jurant d'assurer le salut des bêtes mythiques, même si le monde entier s'effondre en ruine. Pendant ce temps, le Lastriser commence à exécuter son programme secondaire et Kai croise le fer avec lui. Il reproche furieusement au Lastriser de n'être qu'un vulgaire imitateur, volant l'apparence de Sid et déshonorant son nom.
Rin rejoint alors le combat, lançant de la magie de foudre sur la créature, l'avertissant de ne pas se moquer de Sid. Mais dans un mouvement soudain, le Last Riser utilise une porte dimensionnelle pour téléporter Rin. Kai exige alors désespérément son retour en pressant l'attaque, mais le Last Riser le repousse facilement, enfonçant son épée dans le sol. À ce moment, Kai se remémore un souvenir de son monde précédent. Après une longue journée d'entraînement, Jean lui avait un jour demandé pourquoi il se poussait si fort, et il avait répondu que c'était simplement son devoir. Jean, curieuse, lui avait alors demandé s'il comptait devenir le prochain Sid pour l'humanité, mais Kai avait dit que ce n'était pas ça. De retour au présent, Kai déclare au Last Riser qu'il n'est pas Sid, et avec toute la puissance du détenteur du code, il frappe, créant une porte dimensionnelle au passage. Mais malgré ce coup puissant, le Last Riser se relève. Pendant ce temps, Rin se retrouve emprisonnée une fois de plus à l'endroit même où Kai l'avait trouvée pour la première fois. Perdue dans ses pensées, elle se souvient comment chaque race l'avait méprisée, la rejetant comme une abomination. Elle admet qu'elle détestait tout le monde pour ça, mais maintenant les choses sont différentes. Rin réalise qu'elle commence peut-être à aimer un peu plus les gens, et c'est uniquement parce que Kai est avec elle, c'est pourquoi elle peut continuer à se battre. Rassemblant toutes ses forces, elle brise les chaînes qui la retiennent captive et saute à travers la porte dimensionnelle que Kai avait ouverte. Pendant ce temps, le Last Riser tente de fermer la porte dimensionnelle, mais Rin en jaillit juste avant qu'elle ne se scelle. Kay est soulagée et lui demande si elle va bien, alors elle le rassure, disant qu'elle va bien et qu'elle est prête à se battre à ses côtés. Kai souligne alors que le Last Riser n'a copié que les pouvoirs de Sid, pas son esprit, et tire sur le faux détenteur du code, le brisant en morceaux. Avec confiance, Kai déclare qu'il est celui qui a vraiment hérité de la volonté de Sid. Il charge alors le Last Riser avec son épée, mais la créature bloque l'attaque et désarme rapidement Kai. Le Last Riser contre-attaque, lançant un assaut sur Kai, mais il esquive habilement chaque coup. En réponse, Kai attaque en utilisant ses compétences en arts martiaux, portant un coup solide. Juste à ce moment, Rin lui renvoie son épée et Kai la rattrape, l'utilisant pour parer le coup suivant du Last Riser. Son épée commence alors à briller, rayonnant comme un arc-en-ciel, alors le Last Riser grogne, affirmant que le destin ne peut être altéré, que la réincarnation du monde continuera quoi qu'il arrive. Mais Kai, déviant ses tentacules, répond avec défi qu'il ne croit pas au destin et que c'est sa détermination qui change le monde. D'un coup féroce, Kai tranche le Last Riser en deux, mais alors qu'il reprend son souffle, il remarque que le trou noir au-dessus n'a pas disparu. Rin rassemble alors ses forces et utilise son pouvoir pour sceller le trou noir, mais ce faisant, Kai est assommé. Dans son rêve, Kai est transporté à la première fois qu'il a visité un cimetière. Il se souvient de la peur qu'il avait saisie, comme s'il tombait dedans, entouré de monstres. Après s'être frayé un chemin à travers eux, il posa les yeux sur le détenteur du code pour la première fois. En le touchant, il vit Rin capturé qui le supplia de l'aider. Kay se réveille alors dans un lit d'hôpital, remarquant immédiatement Rin à ses côtés. Elle se précipite pour le serrer dans ses bras, le soulagement traversant son visage, alors qu'elle lui dit à quel point elle avait peur qu'il ne se réveille jamais. Kai s'excuse de l'avoir inquiété, puis Rin hésite un instant avant de lui demander s'il comprend ce qu'elle ressent pour lui. Elle explique qu'au début, être simplement à ses côtés la rendait heureuse et elle ne tolérait les humains que grâce à lui. Mais alors qu'ils combattaient ensemble, c'est sa présence qui la faisait tenir. Maintenant, cependant, il ne lui suffit plus d'être avec lui, elle veut qu'il l'aime aussi. Elle lui demande ce qu'il pense d'elle et se penche, essayant de l'embrasser. Mais avant qu'elle ne puisse, Riren et Jean font irruption dans la pièce, interrompant le moment. Elle repousse que Rin, la réprimandant d'avoir tenté une telle chose, mais Rin se demande, frustré, pourquoi elles ont dû débarquer à ce moment-là. Jean prend alors des nouvelles de Kai, lui demandant s'il va bien puisqu'il était inconscient depuis 3 jours. Riren explique qu'après avoir vaincu le Last Riser, il s'est soudainement effondré. Jean lui dit qu'elle l'a immédiatement emmené à l'hôpital de l'armée rebelle de Yulun, ajoutant que Rin s'est réveillé en quelques heures, mais Kai est resté inconscient. Malgré tout, Jean est soulagé de le voir réveillé et Riren est d'accord. Riren se tourne alors vers Rin, l'accusant de profiter de Kai dès qu'il a ouvert les yeux, et Jean la soutient. Mais Rin, imperturbable, rétorque que c'est parfaitement juste après tout. Jean avait tenu la main de Kai toute la nuit et Riren n'avait pas non plus quitté son chevet. Mais Riren, gênée, a précisé qu'elle ne faisait qu'administrer des soins, rien d'inapproprié. Témoin de tout cela, Kai se demande de quoi diable elles parlent toutes. Le lendemain, nous voyons Kai et les autres de retour au cimetière et remarquons que Kyuka est également en vie, bien qu'elle ait été réduite à une forme miniature. Ils sont surpris de la voir en si bonne forme, mais elle rétorque vivement qu'elle ne va pas bien du tout. Elle explique que sa forme actuelle est due au fait qu'elle a divisé son noyau pour s'échapper, et à moins qu'elle n'absorbe une quantité colossale d'esprit ou d'énergie magique, il lui faudra bien une bonne trentaine d'années pour se rétablir complètement. Dalmong espère qu'elle respectera la trêve avec les humains d'ici là, ce à quoi Kyoka répond nonchalamment qu'il n'aura qu'à la réduire en miettes s'il pense un jour qu'elle va les trahir. Rirn intervient, avertissant humains et esprits de ne surtout pas détruire la statue d'Alfreya, soulignant que cela attirerait la colère des Célestes. Et pas qu'un peu, Balmain acquiesce et annonce qu'il va rendre cette zone interdite à toutes les races. Kyoka est d'accord, ajoutant que leur priorité absolue pour l'instant devrait être d'en apprendre plus sur les dernières éveillées et de s'en occuper
Jean intervient Pendant ce temps, suggérant la que déesse leur meilleur découvre que le piste passage et au le deuxième héros niveau de restant réincarnation rate un vrai mondiale casse-tête a à trouver. lamentablement Échoué. échoué. Bien sûr, elle n'est pas d'accord avec elle, pensant que c'était inévitable. On voit alors Après sa statue tout. commencer à se Étant fissurer donné qu'une et elle seule, le rein est en puissance train de dernier s'éveiller, réveillé poussée a par été nul autre que utilisée Kai, pour le tenter petit malin. de le provoquer. Plus tard, on voit C'était Jean un et peu les autres couru se préparer à d'avance, quitter la non région, leur valise presque prête. Rin demande à Kai s'il pense que la statue du héros céleste est la même que celle de la déesse, une question qui pèse lourd. Kai spécule que c'est bien possible, tandis que la déesse se demande si Kai et Rin pourront défier le destin, car la réincarnation du monde est toujours en marche, une course contre la montre en somme. Kai dit ensuite à Rin que Sid lui a confié la mission de la protéger, elle, ainsi que la guerre des 5 races, et il jure de mener cette tâche à bien coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et voilà, c'était déjà le grand final de cet épisode, le rideau tombe. Pour ne rien manquer de nos prochains récapitulatifs d'animes, toujours aussi épiques et pleins de rebondissements, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.